Alors on vient de terminer d'enregistrer cet énorme épisode avec Simon, 1h30. On s'est éclaté, on a parlé d'un milliard de sujets différents. Ouais, je sais pas, t'as quoi comme ressenti après cette discussion, mec? Bah, c'était vraiment bien. Ouais. Là, je trouve plus trop mes mots parce qu'on a parlé pendant 1h30 non-stop. Mais c'était bien. On avait un bon flow en tout cas, mec. Ouais. C'est trop stylé parce qu'on connectait facilement des idées, on faisait tac, on était capable de revenir sur les sujets. Rien n'était sourcé, tout allait très vite. Ouais, on a fait beaucoup de brosciences, on a parlé d'épigénétique, de genre, d'orientation sexuelle, de rap, de différentes cultures, de violence, d'expression via la violence, via les sports de combat. On a ouvert plein de portes. Frère, on a parlé d'un milliard de trucs. En réalité, c'est un podcast très large, mais ça va être très drôle à mon avis à écouter. Ouais, j'en doute pas. Il y avait plein d'humour en tout cas, donc merci encore d'être venu, mec. Ah. Sur ce podcast, je te propose un truc. Tant que je suis dans tes oreilles, tu fais quelque chose de bien pour toi. Tu peux ranger ta chambre ou ton appart, et si t'es pas chez toi, tu peux te redresser. Ça va te faire du bien. Vas-y, redresse-toi. T'inquiète, c'est pas bizarre, personne ne sait que je te parle. Je m'appelle Elio, c'est moi ton hôte, et je te souhaite un excellent épisode. Mec, t'es le premier français que j'entends te dire ça. Non, mais il faut accepter. Bah oui. Mais ils disent ça parce que, tu sais, ils veulent sauver leur enfance. Ouais, je pensais ça. En me disant, machin, mais il faut... Tu réfléchis 2 secondes au truc. Les enfants, ils arrivent pas à apprendre à compter en France. C'est vrai? Bah, c'est 70, c'est bizarre. Bah, tu sais, comment ça, 70? Quand vous êtes petit, vous galérez un peu à dire 70? J'ai vu un exemple il y a pas longtemps qui galérait. C'est vrai? Ouais, évidemment. Oh, c'est trop triste pour les enfants, mec. Ouais. Après, ils ont des retards et tout. Ouais, j'avoue. Ils en veulent aussi. Ça se répercute sur le système social et sur le... Non, mais oui. Mec, Simon, du coup, bienvenue. Merci. Très content de t'avoir ici. Alors, je sais pas, comment on pose un contexte là sur cette discussion? Je commence et tu me corriges, tu rajoutes, tu complètes. Ouais, je t'en prie. Ok, moi je te connais parce que je sais plus comment j'étais tombé sur tes vidéos YouTube, mais bref, j'étais tombé dessus, j'avais kiffé. Et ensuite, j'ai connu un peu ton groupe de potes, donc Florent Tavernier et Missor. Absolument. Et d'ailleurs, l'atelier Missor, c'est un projet auquel t'as participé. Ouais, complètement, je suis dedans. On travaille ensemble dans l'atelier Missor. Ok, en gros, vous faites des sculptures de crâne, et vous m'aviez envoyé un crâne. Enfin, des bustes, pardon. Ouais, c'était ça à ce moment-là en tout cas. J'avais reçu un buste, un super buste d'ailleurs. J'étais étonné de voir à quel point ils étaient lourds. Le matériau, c'est quoi? C'est du plâtre. C'est du plâtre. Ouais, c'est de reproduction en plâtre. En tout cas, à ce moment-là, on était juste sur le plâtre. Ok. Là, il commence à y avoir du bronze, on touche un peu des trucs à 1000 degrés. Ouais. Vous avez déjà commencé à faire le bronze? On commence à faire le bronze. C'est très laborieux. Putain, ça va être stylé. Hein. Ça va être très très stylé. Et du coup, sur ta chaîne YouTube, tu traites de plein de sujets tu vas en profondeur en fait, sur plein de sujets différents. J'ai l'impression que tu te mets pas vraiment de limites, t'as des sujets qui te plaisent, c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure. Ouais, c'est que je suis assez libre là-dessus, ouais. Et quand on est rentré en contact sur... je sais plus exactement comment est-ce qu'on est rentré en contact, mais au bout d'un moment, tu m'as dit que tu venais à Barcelone. Sur Instagram. Tu m'as dit que tu venais à Barça. C'est ça. Et j'ai fait, vas-y, go, on se capte, tu vois. Et quel plaisir. Et puis on s'est capté il y a 2 heures, première fois qu'on se voit de la vie, et puis très content, on a pu discuter. Enfin, en fait, on n'a pas arrêté de parler depuis qu'on s'est vu, et puis on s'est dit, faudrait déjà commencer un podcast maintenant et tout, et puis au final, on est venu chez moi, et puis voilà, mec, bienvenue. Pas mal pour le contexte. C'est un bon contexte, bien, tu penses? Ouais, c'est plutôt structuré quand même. Merci mec, j'essaie de m'améliorer sur ce point. Donc pour ceux qui connaissent pas Simon, attendez-vous à une conversation qui va partir dans absolument tous les sens. Ouais. Ça va être de la philo, de la psycho, du dev perso. Absolument de tout, c'est terrible. Et c'est ça qui est cool. Ouais. Je pense que vous allez avoir des cerveaux qui vont taper des crises d'épilepsie, il y a des chances. Est-ce que, par contre, on commence, on est en train de parler des drogues, du coup, juste avant, on parlait des drogues, ouais. Enfin, juste avant, on parlait de psychologie, plutôt des excitants et puis des calmants, quoi. Exact, ouais, des différentes catégories de drogues. Parce que tu me disais, moi je te disais en fait que j'avais testé la coke l'année passée, et que, voilà, au cas où, et que ça m'avait pas vraiment plu, et que j'avais pendant longtemps, mais c'était ça en fait, on n'avait pas terminé, j'étais pas allé au bout du truc. Je disais, j'avais testé la coke, et pendant longtemps, j'avais pas testé la coke justement parce que j'avais peur que de par mon tempérament qui est quelqu'un qui aime bien généralement avoir l'esprit stimulé, tu vois, par exemple le café c'est une drogue que j'adore, la caféine c'est une drogue que j'adore, et l'alcool c'est pas tellement quelque chose qui me plaît, tu vois, et du coup l'alcool c'est un dépresseur qui ralentit l'activité du système nerveux, la caféine c'est un stimulant, et je me suis dit mec, j'arrive pas à me détacher du café les matins, j'ai peur que si je commence la coke ça me fasse exactement le même effet, et puis que je commence en fait à reprendre régulièrement. Et en fait quand j'ai pris de la coke, ça m'a calmé en fait, ça m'a pas fait un effet que j'aimais. Et du coup on parlait de ça, et tu disais les différentes catégories de drogue en fonction des différents profils psychologiques. Oui, c'est ça. Mais c'est assez étonnant en fait que ça t'ait calmé. Parce que pour moi, enfin pour le coup moi j'ai pas testé, mais j'imaginais ça comme la suite de la caféine en gros. Caféine plus vénère.
C'est ça. Je le voyais Il y a aussi. des gros pré-workout, des trucs qui respectent pas les normes, tout ça. Puis il y a, puis tu trouves ça, tu vois. Ouais, ça fait caféine, genre pré-workout. Comment il s'appelait ce pré-workout avec un Hulk. C'est Hulk? Non. C'est le Jack. Ouais, Jack 3D, mec. Jack 3D. Exact, mec. Mais j'ai jamais goûté, tu vois, mais j'ai non plus, mais ça a l'air tellement bien. En fait, quand on aime le café, il y a un problème, c'est qu'on voit ça et on se dit, ah ouais, en fait, c'est le café en bien mieux. Le café puissance 100, mec. Ouais, faut pas passer la commande, faut pas. Du coup, bref. En plus, tu trouves ça aux États-Unis? C'est une bonne... Peut-être même pas. Hein. Peut-être même plus. Hein. Si, aux États-Unis, je crois qu'ils sont quand même plus relax. Ouais. À mon avis, États-Unis, pays de l'Est, tu sais, les deux empires, ça doit y aller. Il faut, la compétition, elle est rude. C'est ça. C'est pour ça qu'on est à la traîne. Ouais, j'avoue. Putain, faut vraiment qu'on se libéralise un petit peu à ce niveau-là. C'est ça. Commencez à vendre de la... Mettez un peu de coke là dans les pré-workout, MyProtein. C'est ça. On a aucune chance, mec. Les youtubeurs francophones, c'est pour ça qu'on est à la traîne, mec. C'est parce qu'on n'a pas des bons sponsors. Qu'on n'est pas chargé. MyProt, les gars, faut commencer à y aller. On disait aussi... Attends, on parlait... Non, du coup, je trouve ça très étonnant. Ouais, je voulais faire une petite prévention, en fait, par rapport à la cocaïne. Bien sûr. Genre, prenez pas de drogue, voilà, c'est bon. c'est pas vraiment ça. C'est juste, faites attention au contexte, en fait, dans lequel vous allez la prendre. C'est-à-dire, si vous voulez... Putain, ça fait vraiment 2 podcasts de suite où je parle de drogue, parce que le dernier épisode, c'était sur les champignons. Mais ouais, c'est vrai. Le contexte dans lequel tu vas prendre une drogue, c'est très important, en fait, parce que tu crées des associations entre un comportement et des lieux ou des personnes. Donc, si tu vas tester la coke avec... C'est la mec qui a l'habitude de faire des soirées avec un groupe de potes et que tu vas tester la coke dans ce même genre de soirée avec ce même groupe de potes, tu vas associer la coke à ce contexte-là et quand tu vas te retrouver dans le même contexte, tu vas avoir ton petit circuit dopaminergique qui va te faire vas-y, tu pourrais prendre de la coke, c'est stylé. Alors que si tu prends de la coke, et moi c'est ce que j'ai fait la première fois, avec une personne que tu ne penses ne jamais revoir et dans un lieu, un contexte que tu ne penses ne se reproduira jamais, t'auras pas les rappels. T'auras pas le trigger. Mais voilà, du coup, faites très attention à la manière dont vous testez certaines drogues et ne testez n'en prenez pas. Ouais, n'en prenez pas, mais je sais pas, je pense que le message il peut être un peu plus nuancé parce que toutes les théories sur l'addiction, elles sont... Dis-moi. Oui, c'est vrai. À mon avis, il n'y a pas tant d'addiction d'ailleurs sur la cocaïne, enfin, c'est ce que j'avais entendu. Mais après, moi je serais plus nuancé justement sur LSD et champignons, de ce que j'ai vu en tout cas, et des gens que j'ai vu en prendre, que cocaïne. D'accord. Pour le coup, cocaïne, j'ai plus vu d'effets néfastes sur le... Justement, pas forcément l'addiction, mais sur le comportement des gens. D'accord, ouais. Plutôt que... même champignons, en fait, il y a des mecs qui restent bloqués, c'est pas bien. Ils deviennent mous, ils deviennent relativistes, c'est atroce. Mais après, j'ai l'impression que les mecs qui vont prendre des champignons, c'est aussi des mecs qui fument de la bœuf ou qui prennent d'autres drogues à côté, tu vois. Quelque part, c'est pas comme si la bœuf entraînait la consommation de champignons, mais quand t'as un mec ouvert qui va tester des trucs, un peu naturellement, tu commences par fumer des clopes ou prendre de la bœuf, et ensuite tu vas un peu dériver sur le truc. Mais il y avait une catégorie de personnes, tu sais, entre la Silicon Valley, Jordan Peterson, où on se dit, c'est peut-être pas les champignons d'ailleurs, c'est quoi, c'est la consommation d'LSD à laquelle non, ils font ça, ils font ce genre de truc. Et en fait, c'est quand tu vois un mec sérieux qui fait ça, tu dis oui, ça va. Tu vois, c'est ça qui m'a fait un peu me détendre là-dessus. Ouais. Sans en prendre pour autant, tu vois, c'est juste au niveau de j'ai plutôt une mauvaise appréciation des drogues, tu vois, je trouve pas c'est une très bonne chose. D'accord. Mais celle-là... Je pense qu'au niveau des drogues, c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est très culturel. Parce qu'au final, genre la caféine ou l'alcool, c'est des drogues au même titre que la cocaïne ou autre. Parce que ça modifie l'état de conscience, mais à un niveau... je pense qu'on y est plus habitué déjà. Moi, je vais dire un truc, moi c'est ce que je dis à tous les gens qui me demandent ce que j'ai pensé de la coke. Moi j'ai plus un effet plus vénère sur mon système avec du café. Genre le café, ça m'excite plus que la cocaïne. C'est très je te dis, la coke, ça me relaxe, mec. J'ai pris ça, j'ai eu l'impression et c'est pas que c'est de la mauvaise coke, parce que j'ai testé genre à 3-4 reprises. Si tu m'as fait baiser, attention. Pensez pas que je suis naïf. Je sais choisir ma cocaïne. T'as fait du plâtre et tout, attends, je saigne un peu du nez. C'est marrant, mec, maintenant que tu dis ça, parce que je vais pas dire que j'ai eu le sentiment que ça avait le goût de plâtre, enfin tu sens pas vraiment le goût par le nez, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un peu un goût de plâtre, mec. Peut-être c'était du plâtre, mec. Ça. Putain, mec. Je vais essayer de gratter le petit buste de Peterson que vous m'avez envoyé et de sniffer un petit bout de Peterson, et si ça a le même goût, je saurais que c'était du plâtre, mec. J'ai des souvenirs traumatisants comme ça. De quoi? T'as souvenir du plâtre? Ah non, moi j'ai jamais pris ça, mais tu sais, il y a des endroits sombres à Paris. C'est pas forcément ce qu'on imagine, mais Pigalle, c'est un enfer. Je parle même pas du côté prostitution et tout, je parle de toute la misère sociale qui entoure. Okay. Et j'étais tombé sur un mec qui il avait une espèce de canette de 8-6
c'est pour que t'aies un peu la sociologie. C'est 8-6, c'est quoi? C'est les canettes, vraiment, les trucs pour te faire oublier ta vie, quoi. D'accord, c'est bière très alcoolisée. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Okay. Et il était en train de gratter un mur en récupérant dans un sachet ce qui récupérait sur le mur, quoi. Qui était en fait du plâtre. Enfin, pas du plâtre, mais tu sais, la pierre un peu friable qui a apparu. Ouais. Et non, mais du coup, j'avais la projection, tu vois. Parce qu'il allait le vendre juste après. Parce qu'en fait, c'est un lieu de passage où les dealers n'ont pas un lien de confiance très fort avec leurs clients. Et du coup, il allait la vendre juste après. Mais du coup, ouais, j'imaginais le mec qui allait sniffer un peu de mur parisien, quoi. Frère, j'ai pas compris. C'est vrai? Genre, c'est un lieu de passage où les dealers, du coup, c'est-à-dire quoi? Les dealers, ils collent la drogue contre le mur et les clients, ils viennent la gratter. Non, Pigalle est un lieu de passage. Ça veut dire quoi? C'est que les gens viennent faire la fête ici. Ok, d'accord. Et que, je veux dire, c'est pas un dealer qui va avoir qui a besoin d'un lien de confiance très fort donc avec ses clients. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ouais, c'est parce que tu parlais de la coke qui avait potentiellement un goût de plâtre. Et je me suis dit, parce qu'en voyant ça, tu sais, j'ai imaginé le mec qui allait avoir du plâtre plein le pif. D'accord. Donc faut pas mettre ça dedans. Tu pars autant en couille que moi en fait. On est vraiment dans la merde pour ce podcast. C'est vrai. C'est comment ton enfance? Genre, ça a été mec. Parce que putain, si c'était pire que moi, mec. À l'école, tu faisais un peu des bêtises ou genre t'étais comment? Un petit peu, ouais. Parce que t'as l'air un peu plus apaisé quand même, j'ai l'impression. Enfin... Oui. Après, je me suis beaucoup apaisé. Après, j'ai dit, il faut arrêter tout ça. Mais non, ouais, à l'école, et puis surtout partir dans tous les sens. Pas forcément très très expressif, souvent c'était dans ma tête. Okay. C'était juste, comment on dit, dissipé, les enfants dissipés. Ouais. Et tout ce qui est. Jamais eu de bilan psy ou quoi, hein, peut-être la dyslexie, ce genre de choses, quoi. Ouais. Mais je crois que tout le monde a ça aujourd'hui. Enfin, tout le monde, il y a un enfant sur 3, quoi, en tout cas. Ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mec, tu tombes sur un psy qui veut te faire un diagnostic, qui va te faire en fait, juste la décision du mec, ça va avoir un impact énorme sur. Tu vois, un mec qui te diagnostique comme tel, tu vois, toi tu te colles cette étiquette sur toi, et ce qui est taré, c'est qu'ensuite tu vas, juste pour pas péter un plomb, tu vois, vu que t'as envie d'avoir en fait une concordance entre tes actions et l'image que t'as de toi-même, bah quand on te colle une étiquette, on te dit par exemple, je sais pas, t'as une dépression, du coup tes actions, sans même t'en rendre compte, tu vois, tu vas les aligner sur cette image que tu as de toi-même. De coup, tu vas agir comme une personne qui a une dépression. Et en fait, ce qui va se passer au bout d'un moment, c'est que quand on va te demander en fait quel type de personne tu es, je suis d'abord dépressif. Bah voilà, parce que toi, quand on te demande des mecs, ça c'est genre le gros truc mindfuck. Tu vois, genre je t'avais parlé un peu de ce programme de coaching que je suis en train de suivre avec des mecs, où la première étape en fait, c'est de leur demander la vision, l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. On essaye de travailler sur l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Et en fait, je leur explique que, et ça c'est un truc qui est juste incroyable, et du coup on peut en parler ensuite parce que je sais que c'est un sujet qui t'intéresse aussi. Ouais, carrément. Mais en gros, l'image que t'as de toi-même, quand je te demande est-ce que t'es un mec qui arrive souvent, est-ce que t'es un mec ponctuel, comment tu fais pour répondre à cette question? Est-ce que t'as comme ça tu te rappelles à... Ouais. Ah là, moi, oui. Je sais exactement dans quelle situation je suis à ce niveau-là. Mais du coup, ce que tu fais, c'est que tu regardes dans ton passé et tu vois plusieurs situations dans lesquelles t'aurais pu ou non être ponctuel. Ouais. Et si souvent tu vois que t'as été ponctuel, bah tu dis je suis un mec ponctuel. Ouais. Donc en réalité, la vision, l'image que t'as de toi-même, elle dépend de tes expériences passées. Ouais. T'es pas né en étant ponctuel ou en étant pas ponctuel. T'as pas eu une image de toi dès la naissance. Tes prédispositions à être ponctuel. Alors ça, c'est une question intéressante. Mais tu sais que ça, c'est proche de l'Allemagne. Possible, mais pas autant qu'Eric, comme on dit. C'est ça. Eric, ça se voit qu'il arrive à l'heure. Non, c'est sûr. Mais dans l'idée, tu vois, moi c'est un peu le but de ce programme quand on coach ces mecs, c'est que on leur dit ok les mecs, maintenant à partir de maintenant, on va pas attendre que vous ayez une vision de vous-même qui change pour que vous commenciez à agir différemment, parce que quand tu te vois par exemple comme une personne qui a du style, automatiquement tu vas peut-être plus facilement t'arrêter devant les vitrines pour observer les mannequins, tu vas plus facilement faire attention à la manière dont les autres sont habillés pour t'y intéresser, et du coup tu vas automatiquement avoir plus de style. Tu vois ce que je veux dire? Alors que pour te dire que t'es une personne qui a du style, quelque part, il faut que t'aies dans ton passé des éléments qui te montrent que t'as du style en fait. Donc en fait, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est que dans un premier temps, on les fait agir comme la personne qu'ils ont envie de devenir, jusqu'au stade où ils se disent qui est-ce que je suis, et ils regardent dans leur passé, ils voient qu'ils ont agi 1000 fois comme une personne sportive, une personne ordonnée, une personne confiante, et ainsi de suite. Et en fait, ça facilite les actions qui vont dans le même sens. En fait, t'essayes de façonner l'inconscient. En gros, il y a, tu sais, dans la journée, les actions conscientes et les actions inconscientes. Et ce qu'on a toujours fait là, généralement, en fait, la plupart sont inconscientes.
la plupart on s'en rend pas compte même quand on est en retard et tout. Et si on fait un effort particulier, comme là j'ai l'impression que vous faites un effort particulier pour remodeler ce que vous êtes vraiment, tu profites des moments où tu es pleinement conscient pour te dire bon je vais prendre 20 minutes d'avance parce qu'en fait 20 minutes d'avance c'est ce qu'il faut pour être à l'heure. C'est toujours comme ça. Et du coup tu dois faire l'effort conscient, c'est pas facile en vrai d'être conscient. Tu vois, de faire de faire un effort régulier, d'être discipliné tout simplement. Mais après, au bout de peut-être 30 fois où t'arrives à l'heure, t'es un mec à l'heure, ça rentre dans ton inconscient, et quand tu pars inconsciemment, tu pars 20 minutes avant. C'est ça. Parce qu'en fait, on a tous des moments où on agit de manière inconsciente, comme tu l'as dit. C'est difficile à établir un pourcentage, tu vois. La plupart des moments, j'aurais tendance à dire, on agit par automatisme. À quel moment t'es vraiment conscient dans ta journée? T'es vraiment conscient quand tu fais face à une situation qui est nouvelle. Parce que là, du coup, tu dois apporter une réponse consciente. Mais quand c'est une situation qui se répète tous les jours, du style sortir de ton lit le matin, aller chier, ou genre faire un truc à manger, partir au travail, arriver au travail, commencer à travailler au travail, tous ces moments, ils se répètent tous les jours. Et du coup, ton cerveau, en fait, il a juste un mécanisme. Sinon, tu serais en train de cramer des calories, ce serait un enfer. De ouf. Mais du coup, tous ces moments, si tu prends, pendant un moment de lucidité, si tu prends le temps de te dire, ok, qu'est-ce que je fais dans ces moments-là, et puis que tu les réordonnes à chaque fois, tu dis, ok, au lieu de faire ça, je vais commencer à faire ça, au lieu de faire. Bon, ensuite, comme tu l'as dit, tu profites de tous ces moments où t'es inconscient pour qu'ils jouent en ta faveur plutôt qu'en ta défaveur. Parce que la plupart des gens, en fait, ils juste par manque de conscience, ils se laissent drifter dans une direction sans s'en rendre compte, en fait. Mais du coup, une question, c'est que tu vois un peu ce que c'est l'épigénétique ? Oui, mais est-ce que tu peux... Ah oui, c'est à quel point tu peux modifier l'héritage génétique que tu vas donner sur assez peu de générations, quoi. Exact. L'épigénétique, en fait, c'est quoi la limite? Parce que du coup, la génétique, on part sur, je sais pas quoi, de Néandertal à nous, un truc comme ça. Mais je crois que c'est 3 générations. 3 générations? Bah en fait, j'ai un mec... C'est passionnant, ça. Ah mais mec, j'ai un mec dans le coaching, il m'a demandé si je basais mon truc dessus, j'ai dit non, mais il m'a dit, mais en fait, c'est ouf, parce que ce que t'es en train de raconter, ça s'aligne complètement sur cette histoire d'épigénétique, parce que d'après eux, t'as genre 80% de tes gènes qui peuvent être modifiés, sur lesquels t'as le contrôle. 20%... 80% Ah, c'est énorme. Mais 20% sur lesquels t'as pas le contrôle. Modifié sur... Ok. Modifié sur combien de temps? Au cours de ta vie? Non. Au cours de ta vie. Je vais peut-être... Alors, lui... C'est remis en question. Lui était pas un expert. Ouais. Je sais pas. Par contre, j'adore cette idée. Alors moi, j'ai pas vraiment 80%, avec je signe. Ah ouais, mais moi aussi, mec. Mais dans l'idée, tu vois, moi aussi, j'ai trouvé ça assez stylé parce que ça veut dire que, ok, t'as 20% des gènes sur lesquels, c'est-à-dire ta taille, ton poids ou des trucs comme ça où tu peux pas décider de grandir parce que tu décides de grandir. Mais tu vois, on a eu cette idée qui est arrivée dans un premier temps où on a capté que, en réalité, tu pouvais transmettre des caractéristiques psychologiques ou physiques que t'avais acquises. Parce que pendant longtemps, on pensait que tu peux seulement transmettre ce qui est inné. Ouais. Et ce qui veut dire que... Et du coup, est-ce qu'on en est sûr de ça? Bah, je sais pas, et j'ai bien envie d'inviter une personne qui est spécialiste en épigénétique pour lui poser plein de questions et en fait essayer de défoncer cette théorie, parce que si ça c'est vrai, ça veut littéralement dire, ça explique par exemple pourquoi ma sœur elle est pas pareille que moi. Tu vois ce que je veux dire, elle est différente sur plein de points vis-à-vis de moi. Et c'est peut-être dû au fait que mes parents, au moment où ils m'ont eu moi, bah en fait ils étaient très différents que 7 ans plus tard au moment où ma sœur est née. Et du coup, après, j'ai l'impression que c'est quand même une petite partie des différences que tu as avec ta sœur. Tu vois, il y a par exemple, il va forcément y avoir le genre et toutes les caractéristiques qu'il y a autour. De toute façon, on est sur de la broscience depuis le début. Voilà, exactement. On continue en broscience. Il y a très peu de sources ici. Mec, genre, moi, il y a un truc que je capte pas sur le genre, et dis-moi si tu comprends. C'est que, ok, on a le sexe qui serait genre... il y a la différence sexe et genre en gros. Ouais. C'est ça, sexe c'est ce qu'on a physiologiquement, ce qu'on est physiologiquement. Exact. Et genre c'est ce qu'on est psychologiquement. Ok. Je pense on pourrait définir le sexe parce que pour être sûr de bien être précis, est-ce qu'on parle de chromosomes ou est-ce qu'on parle d'attributs sexuels? Parce qu'il y a des gens. C'est la même chose, non? Mais en fait, il y a des gens qui ont des. Ou alors. XY c'est homme et XX c'est femme. Exact. Mais il y a des gens qui ont des attributs qui sont XX ou qui sont par exemple XY et qui n'ont pas de bits. Ou alors, ouais, je crois qu'il y a des trucs comme ça. Je voulais pas dire ça. Il y a des monstres. Et qu'on est tentacules. Ok, non, restons sur les chromosomes, ok? Là, on va dire genre, bien sûr. XX, t'es de sexe masculin. Non, XX, t'es de sexe féminin, du coup. XY, t'es de sexe masculin. Ouais. Le genre, à partir de là, t'aurais l'identité de genre
qui est comment toi tu te visualises, et l'expression de genre, c'est comment est-ce que tu reflètes aux gens. Par exemple, tu peux être de sexe masculin. Attends, ce que tu reflètes aux gens, du coup, ça se base sur ce que les gens pensent de toi. Voilà, mais c'est ça. Alors c'est là que je vais. Donc ça fait 3 trucs. C'est là que tu vas m'aider, mec. J'ai envie de faire des tableaux, j'ai envie de tracer des traits là. On est d'accord, ça fait 3 trucs. Ça fait 3 trucs. Il y a le scientifique, le psychologique et le social. Ouais, on peut le voir comme ça. Ok. On peut le voir comme ça. Donc, sexe, c'est le scientifique. Très bien. Identité de genre, c'est le ressenti. Et expression de genre, c'est comment les autres te perçoivent. Très bien. Ok ? Maintenant, moi, le terme identité de genre et expression de genre, ils me font poser des questions parce que comment est-ce que... Admettons, je dis maintenant, ok, moi, je suis de sexe masculin, tu vois, genre, j'imagine, enfin, parce que, genre, j'ai pas été faire un test de chromosomes, mais genre... À moins que je fasse partie des... je pense que j'ai chromosomes tu sois un monstre du cirque, t'es un mec normal. Oh, mec, les gars, prenez ça avec humour. Enfin, je sais que... Mais non, mais en fait, si tu veux... Non, mais oui, je sais. Si on peut plus rien dire. Tu me sens bridé sur ma chaîne YouTube. Moi, on peut faire des blagues. Cette époque ne me convient pas. Ouais, vraiment, mec. Bref, en gros, genre, si j'ai une identité de genre masculine, ça voudrait dire que je me considère... Identité, du coup, c'est si on te perçoit comme masculin. C'est comme tu sens. Expression, c'est comme c'est ce que t'exprimerais, si tu veux. L'expression, tu peux te voir... L'identité, c'est un truc personnel, genre que je ressens au fond. L'expression, c'est ce que t'exprimes aux autres. Très bien. Donc, si mon identité est masculine, ça voudrait dire que j'ai une série de comportements ou de sensations, d'émotions dans mon ressenti qui me font dire que je suis un homme. Ok ? Maintenant... Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Déjà, parce que... ça veut dire que ça appartient au dénominateur commun masculin, en gros. T'entends quoi par là ? Bah, ce qu'on voit chez la plupart des hommes, c'est très... En fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas de frontières. C'est ça qui est intéressant, en fait, avec ces histoires de genre. C'est qu'à la fois, il n'y a pas de frontières claires, et en même temps, il y en a. Bah, en fait, je pense qu'à partir du moment où tu acceptes qu'il y a... Parce que du coup... C'est ce qui appartient à la plupart des hommes. C'est-à-dire que si je fais preuve si je suis capable de m'affirmer, si je suis capable de montrer combatif, si je suis capable de montrer du courage, de la bravoure et ainsi de suite, on va considérer que c'est des caractéristiques qui sont plutôt masculines et on va se dire du coup, bah, si moi je ressens ces caractéristiques au fond de moi, bah, je vais avoir une identité de genre, donc je vais me sentir homme. On peut se dire ça, ok ? Maintenant, si on va considérer ensuite qu'à contrario, il y a des caractéristiques des émotions ou genre des traits de caractère qui sont plutôt féminins. Oui, bien sûr. À savoir peut-être la compassion, la tendresse, la vaisselle. Genre, la vaisselle. Je cherchais un truc comme ça, mais je l'ai pas pris subtil. Quelle horreur, je crache sur la table parce que je suis un homme, mec. Je suis misogyne et je crache. Voilà. Bref. Mais du coup, ça veut dire que... Mais en fait, le truc qui est bizarre, c'est que moi... j'ai à la fois des caractéristiques masculines et à la fois des caractéristiques féminines. C'est-à-dire que je peux faire preuve de courage. Et tout le monde, je sais. Parce que, en vrai, c'est quand même très très gênant. Les types, tu sais, à l'adolescence, quand tu comprends que c'est avec des caractéristiques masculines que tu vas pouvoir draguer des filles, il y a des mecs qui les prennent toutes. Tu sais, ils vont sur des sites de séduction ou je ne sais quoi, et ils prennent tout le masculin de A à Z. Et donc c'est pas naturel parce que ça correspond pas exactement à tu vois, des trucs à ce qu'ils sont au fond. Donc il y a un décalage entre ce qu'ils sont au fond et ce qu'ils veulent être parce que le site de séduction leur a dit si mais un homme ça fait ça. En fait ils deviennent très très gênants. Moi j'ai eu des sentiments de malaise en soirée parce qu'en plus quand ils sont étant jeune, on est quand même moins sexué que plus vieux. Tu vois, adolescent, je trouve qu'on est moins sexué que les années qui vont suivre quand on devient adulte. Par sexué, t'entends quoi ? Sexué, c'est-à-dire qu'on s'affirme. Comment dire ? Bah, un homme sexué, on va plus se reconnaître comme homme. D'accord. Qu'un. Donc il y a une expression de genre plus marquée. Ouais. Mais avec tout qui va avec, c'est-à-dire que tu vas avoir, j'en sais rien, ta mâchoire, tes traits qui vont commencer à se dessiner et à ressembler de plus en plus. T'es plus androgyne quand t'es adolescent. Ouais, c'est ça, et tu le deviens de moins en moins. D'accord. Androgyne, c'est juste pas que j'ai utilisé le mot... Androgyne, c'est le doute. Enfin, c'est pas le doute. Bref. C'est des gens qui ont des airs féminins... tu vois, un peu féminin, un peu masculin. C'est ça. C'est une expression de genre neutre. Je sais même pas si c'est dans l'expression de genre ou quoi. C'est ça. C'était avant que tout ça existe, je crois.
Bref, ok, je retire le mot androgyne. mais en tout cas, ouais, du coup, ça fait que ces mecs-là sont extrêmement gênants parce qu'il y a un décalage et on sait que c'est faux. On sait qu'ils font des trucs beaucoup trop masculins. En fait, on sait qu'ils sont pas eux-mêmes. En fait, c'est ça qui se ressent. Et c'est ça qui se ressent aussi du point de vue des meufs. C'est que les meufs, elles ressentent que le mec, en fait, il est pas en train d'être lui-même. Et quand toi, t'es pas toi-même dans une interaction humaine, que ce soit avec une meuf ou avec un mec, c'est hyper gênant parce que tu peux pas t'épanouir dans ton interaction. Parce que tu dis, en fait, je peux pas être moi-même parce que peut-être que si j'étais moi-même, cette meuf, elle me validerait pas. Ou peut-être si j'étais moi-même, ce mec, il accepterait pas d'être pote avec moi. Mais d'ailleurs, sûrement qu'elle te validerait pas. C'est ça qui est terrible, c'est que en vrai, il fait ça, il tente le tout pour le tout. Il a fait son truc mascu à fond. Et en fait, bon, il va pas se faire valider parce qu'il met tout le monde mal à l'aise avec ses cris en soirée. Admettons qu'il se fasse valider. Admettons qu'il réussisse à atteindre ses fins. Et que. Admettons que ses fins, ce soit, dans un premier temps, juste exploser la meuf. Et il y arrive. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Genre déjà mais déjà c'est qu'il est assez doué parce que les femmes ont quand même un très bon radar pour être gênées par ça. Mais genre un truc, je me suis fait une réflexion mec et tu me dis ce que t'en penses, mais genre on en a parlé avec les mecs du coaching quand je leur disais genre d'être eux-mêmes dans les relations et quand je dis genre être toi-même c'est te montrer en fait tel que t'es et pas essayer de te maquiller, genre de créer un avatar de toi plus stylé que toi pour essayer de choper la meuf. Je disais en fait faut que tu viennes comme t'es et si tu sens que tu peux pas venir comme t'es parce que en venant comme t'es tu te feras rejeter par la meuf parce c'est juste en fait accepte qu'elle est dans une ligue au-dessus de toi et qu'elle a tellement plus d'opportunités en termes de relations que toi et que du coup si tu sens que tu vas pas pouvoir aborder une meuf en étant comme toi, c'est juste que tu dois bosser sur toi jusqu'à ce que tu puisses aborder cette même meuf en étant toi-même si tu veux. Mais en gros si tu abordes une meuf et que tu réussis à la ramener dans ton lit sans être toi-même, en fait c'est pas toi dans la relation avec la meuf quand tu discutes avec elle, c'est l'avatar que tu as créé parce que c'est avec elle avec cet avatar qu'elle est en train d'interagir, mais aussi quand elle est dans ton lit en fait c'est pas toi qui la baise la meuf. Oui, mais en même temps, c'est toi. Non, si. Mais en fait, si tu veux, c'est ça le truc. Quand tu vas rejoindre tes potes, le lendemain, ce sera toi. Ok, non, bah oui, je sais, mais genre, la baise, en fait, c'est un truc de ouf parce que tu peux. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça le truc qui fait que sexuellement, j'ai réussi à m'épanouir beaucoup plus ces 2 dernières années. Avant que. Enfin, non, maintenant, je suis vite fait épanoui parce que ma meuf, elle est en Hongrie, tu vois, donc c'est chaud. Mais genre. Tu vas pas dire que t'es épanoui alors qu'elle est pas là. Mec, elle va bientôt revenir, c'est bon. Franchement, c'est trop. En plus, j'ai fait un podcast sur les relations à distance il y a genre 2 semaines. Et c'est arrivé vraiment au moment où je me suis mis en couple avec cette meuf qui était à distance. Et le sujet, je l'avais déjà prévu depuis un moment. Mais ce que je veux dire, c'est que. Il y a des relations où tu vas coucher avec une meuf et souvent les mecs disent c'est marrant parce que c'est pas forcément la meuf la plus canon avec laquelle tu vas avoir le meilleur sexe si tu veux. Genre des fois t'es une fille, elle est beaucoup moins bien et tu sais pas pourquoi mais il y a une bête de connexion sexuelle, il y a une bête d'alchimie et après tu te dis mais c'est peut-être parce qu'on avait une meilleure connexion tu vois genre et en réalité c'est ça je pense. Je suis pas sûr mais c'est peut-être une hypothèse intéressante qu'en réalité, c'est que c'est vraiment toi qui es dedans. C'est parce que vu que la meuf elle est pas aussi bonne bah t'as pas eu peur de te montrer tel que t'étais toi-même, t'as été plus naturel et c'est vraiment toi qui l'as baisé tu vois. Elle a sucé ta bite mec, elle a pas sucé la bite de l'avatar mec, elle a pas sucé de bite bleue mec. ouais je vois ce que tu veux dire. Après peut-être qu'elle a compensé le fait d'être moins jolie que l'autre et que l'autre a jamais eu à compenser quoi que ce soit parce qu'elle faisait exactement ce qu'elle voulait. C'est possible mec. Mais non mais en tout cas c'est intéressant ces histoires de caractéristiques et puis même ce qu'il y a en nous, c'est-à-dire caractéristiques masculines et féminines, parce que si on sonde vraiment et qu'on note tout ça on se rend compte que généralement quand même on est majoritairement de notre sexe. Je fais des généralement, je fais des. Tu veux dire, on a des. De manière générale, on n'a pas besoin de dire ça. En tout cas, on part du principe qu'ils sont intelligents. Oui. Sauf les. Ils sont déjà barrés. Les autres, ils sont déjà partis au moment où j'ai fait le. C'est vrai que t'as fait le tri à ce moment-là. C'est vrai, c'est vraiment. On a vu la limite. C'était très peu. Si t'as envie de balancer un truc hardcore, dis-moi et puis je rebalance un coup de. Un coup de. Non mais en tout cas c'est ce qu'on voit parce qu'il n'y a même pas question d'exclure, il y a effectivement des exceptions, une petite partie des gens qui ont une majorité de l'autre côté. Pour être plus clair, en gros il y a une minorité d'hommes qui va majoritairement avoir des comportements féminins. Ok, mais je vois ce que tu veux dire, mais déjà de 1, comment est-ce qu'ils le savent ? Parce que, en fait, tes comportements, t'as le comportement au moment où la manière dont je t'accueille quand tu rentres chez moi,
Ouais. Je t'offre un verre d'eau, je me montre hospitalier, ok, plutôt féminin. Je vais aux toilettes, la porte des toilettes elle ferme pas complètement, je me permets de chier avec la porte ouverte plutôt quand t'es là, alors que je te connais pas, plutôt masculin. En fait, c'est tellement complexe, c'est tellement genre une infinité de moments. Ouais, mais on le sait instinctivement. Bah, du coup, c'est marrant, mais est-ce que le fait. Ok, d'accord. Soit. Bah vas-y, peut-être va au bout de ton point. Non, mais okay. Admettons qu'on je dirais juste que... On a le ressenti. Ouais, je dirais juste qu'on le sait instinctivement, il y a des majorités, et après, oui, si on va chez chacun, on va se rendre compte qu'il y a des nuances, et on a tous des comportements de l'autre sexe. Et généralement, si t'essayes complètement de les brider, et te dire « Ah non, pas ça, parce que c'est féminin ça va ressortir de manière que tu ne veux pas du tout. » Ouais, c'est ça, il y a un moment, tu vas glisser sur un gag, ça va... C'est qui dit ça? Genre tout ce que tu réprimes, ça revient plus tard. Jung dit ça, c'est très sûrement lui. Je te mets pas mal à l'aise là en bougeant avec ma bague, comme ça. Je sais pas si t'as vu, du coup, vu que t'es fan de Peterson aussi, il racontait que y a une de ses clientes qui a porté plainte contre lui. Enfin, elle a pas porté. Je crois qu'elle avait porté plainte contre lui parce que pendant une session de psychothérapie, si tu veux, il jouait, exactement comme je suis en train de jouer avec ma bague. Et puis elle a pris ça comme un signe de truc freudien. Et puis elle s'est dit qu'il avait de l'argent et qu'elle pouvait porter plainte peut-être aussi. Ouais. Parce que c'est peut-être ça. Tu peux essayer, mec, j'ai de l'argent, mec. Ouais, c'est ça. Non, je crois qu'elle a chipoté. Ça te met mal à l'aise là ou pas? Bah maintenant que tu le dis, oui. C'est vrai? Mais avant. Tu veux que j'arrête? Tu veux que j'arrête? Pose là. D'accord, ok, ça marche. C'est l'anneau de pouvoir. Oh mon dieu. Ok, d'accord. Bon. Du coup, on disait... Non mais oui, en fait ces trucs-là sont intéressants parce que si on sonde chaque individu, on se rend compte que oui, ils ont tous des nuances et que tu vas avoir ceci, cela. Et effectivement, si tu réprimes complètement, ça peut ressortir très mal. Ce qui est marrant, c'est les espèces d'homos extrêmement virils. C'est vraiment dans l'extrême de la vérité. Tu sais, il y a... comment on appelle ça, les... ours, un truc comme ça. Non, pas les vrais ours, mais il y a un type d'homosexuel, tu sais, un peu motard, tout ça, très. C'est pas l'espèce de fitness model avec la barbe et tout. Il y a une photo d'un mec qui traînait un peu sur Insta où on se demandait si c'était un vrai homme ou si c'était un montage photo. Parce qu'il était genre... Chad machin, là, Giga Chad. Avec ouais, exact. C'est ça, non? Je crois que j'ai vu le terme. Oui, alors j'aurais pas utilisé lui, mais oui, c'est possible aussi. Et d'ailleurs, j'ai l'impression, parce que lui, par exemple, il est chargé, j'ai l'impression que non, c'est un truc que j'ai déjà entendu en fait, que justement au moment où tu te charges, vu que t'as la testostérone qui va monter beaucoup, tu vas avoir une compensation en oestrogène. Ouais, c'est ça. Et donc ça peut se voir physiquement. Et c'est là que en fait tout s'aligne. C'est là que en même temps t'as ton sexe de naissance. Enfin, t'as le côté scientifique. Du coup, la gynécomastie qui fait des seins. T'as du point de vue psychologique, justement il y a de l'homosexualité. Est-ce que je crois que j'en suis pas sûr, mais je crois que j'avais fait un podcast avec ma sœur où on parlait de ça, et puis je crois qu'elle me disait que on voit que chez les personnes, je crois que c'est chez les personnes hétérosexuelles qu'à un moment donné il y a un pic de testostérone pendant la grossesse. Oui, c'est ça. À la naissance. Moi c'est la théorie que j'ai entendue en tout cas. La théorie que j'avais entendue, c'était pic de testostérone, et si les hommes l'ont, alors ils deviennent hétéros, et si les femmes l'ont, alors elles deviennent lesbiennes. D'accord, ouais. En gros, c'est ça. C'est mais du coup, là, se charger en musculation, ça ferait... Non, c'est pas systématique ce que j'ai dit, c'est juste que il est connu qu'il y a t'as vu la scène dans Fight Club, sûrement, avec les... Ouais. Le mec avec les seins qui fait des câlins et tout. Mais c'est ça, parce que brutalement, en fait, il a dû beaucoup se charger, beaucoup avoir de testo, et brutalement, il a arrêté, et du coup, il a eu... en fait, son corps étant abreuvé en testo, a arrêté d'en produire. Et donc il y a l'inverse, en fait, il y a le très oestrogène. Mais le truc c'est que, alors, j'ai l'impression, enfin là je suis pas sûr, parce que là on est dans deux catégories. Tout d'abord on parle de l'identité sexuelle, c'est-à-dire ton sexe et le ressenti de ton sexe et l'expression de ton sexe, et là on est en train de parler, avec l'homosexualité, on parle d'attirance sexuelle, et pour moi c'est deux choses qui ont rien à voir, tu vois. Le premier c'était l'identité, donc ce que tu ressens. Comme toi tu te vois, comme ça va ensemble. Je sais pas, non, pas du tout. Tu peux être une personne très masculine et être attiré par les hommes ou par les femmes. Tu vois, la preuve qu'il y a des homos qui sont très masculins et des homos qui sont très féminins. Oui, et très généralement, quand même, chez un homme qui va être très féminin, il y a une forte chance pour qu'il soit homosexuel. Je sais pas, mec. Je suis pas certain. Je pense en fait, ça va. Dans le féminin, il y a l'attirance pour le masculin. Du coup.
Arrête, prenons le cliché. Tu vois le cliché, je vais pas le faire, on va pas faire sauter ta chaîne comme ça. ouais, non mais c'est ça, tout le cliché avec le shopping, avec la totale. Ouais, avec ça, mais plus avec des... Bon, et ben il y a beaucoup de chances, tu te dis quand même qu'il y a plus de chances qu'il soit homo. Ouais, mais est-ce que c'est parce que... Est-ce qu'au final, c'est pas parce que le mec est homo qu'il se dit qu'il va lui-même se voir comme un homo et du coup, comme on disait peut-être au début, se mettre à adopter des caractéristiques comportementales féminines. Non, moi je pense que ça va ensemble. Il va être attiré, ayant des caractéristiques féminines, il va être attiré par quelque chose de masculin. Alors peut-être qu'il ira le chercher chez une femme d'abord masculine parce que, j'en sais rien, tu vois, il veut pas. Et puis... mais généralement, s'il est allé jusqu'à le poignet cassé, le shopping, tout ça, c'est qu'il doit savoir. Ou en tout cas, les gens autour de lui savent. Non, mais souvent, c'est ça. C'est l'entourage si jamais, là, vous me demandez si c'est fondé, ce qu'on dit, sachez que 100% fondé. En fait, on est des experts sur le sujet de A à Z. On a toutes les sources. On t'appelle encyclopédie, d'ailleurs. C'est ça, c'est comme ça qu'on m'appelle. Ton nom de famille, en fait. C'est mon nom de famille. Donc, et je pourrais t'envoyer un docx avec toutes les sources de tout ce que je dis. Depuis le début de mon existence. Mais non, c'est pas sourcé, bien sûr que non. Sujet suivant. C'est de la neuroscience à fond. Sujet suivant, est-ce que t'as envie de proposer le sujet suivant? Non mais attends, il y a quand même des sujets qu'on n'a pas achevés, non? Je vais faire... Non. Parce que je crois que le genre a coupé un sujet qu'on avait... Juste avant de parler du genre, on a parlé de la drogue, on a parlé de l'image de toi-même, l'identité, enfin la façon dont tu te voyais. Ouais, c'est intéressant. Et d'épigénétique. C'est pas mal. C'est très très enthousiasmant ce que tu dis sur l'épigénétique. Moi j'ai un gros doute sur le fait que ce soit aussi influent sur la suite. Je crois quand même que ça se façonne sur je sais pas combien de générations. Moi tu sais, moi j'ai eu un peu cette... Moi pendant longtemps, tu vois, j'avais l'impression que voilà, il y a une grosse part il y a des différences biologiques entre les gens et des différences qui sont liées à l'éducation. Tu vois, et par biologique, j'entends des différences génétiques plutôt. Ouais. Et mais ce que je me dis, c'est que en faisant ce coaching avec ces mecs, on s'est vraiment rendu compte qu'en réalité, enfin juste en discutant et puis en posant des bases, on se rend compte que tu peux vraiment décider de la personne que tu as envie de devenir. Si tu te vois comme une personne qui est confiante parce que pendant X temps, ou comme une personne ordonnée parce que tous les matins t'as fait ton lit, au bout d'un moment à chaque fois que tu fais ton lit, tu renforces ton identité de mec ordonné, au bout d'un moment tu dis je suis un mec ordonné, tu commences à agir comme une personne ordonnée. Si tu te forces à aller parler avec des inconnus dans la rue, 3 mois plus tard, après l'avoir fait tous les jours, tu regardes dans ton passé et tu dis c'est marrant, je parle pas mal avec les inconnus dans la rue, c'est que je dois être extroverti, donc plus facilement tu vas aller aborder des inconnus dans la rue parce que tu te vois comme quelqu'un d'extroverti et tu le deviens réellement, tu vois. Et en fait je me demande jusqu'à quel extrême tu peux pousser. J'ai un doute, je pense que tu peux, en fait, par exemple, que tu restes un introverti, mais un introverti qui parle à des gens à l'extérieur. C'est comme ça que je le voyais aussi. C'est comme ça que je le voyais aussi. Et en réalité, comment est-ce qu'on pourrait le savoir quelque part? Bonne question, parce que moi j'ai toujours en fait j'ai jamais vraiment aimé, si tu veux, tu vois, je pense que les deux on connaît bien Peterson, si tu veux, et il y a un peu cette idée selon laquelle si tu pars du principe que l'homme est 100% malléable, que tu peux faire ce que tu veux d'un être humain, quelque part ça justifie via de la pression sociale, c'est-à-dire via la mise en place de structures pour façonner l'être humain de la manière dont tu penses qu'il devrait être, et puis du coup en fait c'est juste la personne qui est au pouvoir, le groupe politique qui est au pouvoir, qui peut juste construire tous les gens. Et ça, c'est juste ce qui se passe en France. Non, sujet suivant. Non, à ce moment-là, en plus, je le pense pas vraiment. Je pense pas du tout que ça façonne complètement les gens. Mais c'est vrai qu'on a, y a quand même une grosse influence et qui a créé une norme. Et c'est très bien comme ça. Hein. Je pense qu'il faut une norme. Une grosse influence quoi qui a créé une norme, par exemple médiatique, politique, tous ces... En tout cas, ce sur quoi on peut influencer les gens. Ok. Culturel. D'accord. Essentiellement, ramenons ça essentiellement au culturel. Et oui, je pense qu'on peut modifier comme ça, que ce soit abrutir ou des trucs plus fins, orienter les gens. Il y a en même temps les études sur le paradoxe du genre, tu sais, en Scandinavie, t'as peut-être entendu parler de ça? Ouais, c'est intéressant. C'est le fait qu'en fait, ils ont le système le plus égalitaire et qu'en ayant le système le plus égalitaire, il y a plus de... différences hommes-femmes. Ouais, de différences hommes-femmes. Et que les pays qui ont les systèmes les moins égalitaires, du style les pays nord-africains par exemple, c'est les pays où justement t'as le plus grande proportion de femmes ingénieurs.
Parce qu'en gros, l'idée, c'est que si t'as les différences... en fait, c'est juste logique quand tu parles. Enfin, c'est contre-intuitif parce que tu dis, mais on met des polices... Enfin, comment on dit policies on met des normes égalitaires. On va avoir une société plus égalitaire, tu vois. C'est la logique, tu vois. En fait, c'est le problème de la logique, c'est le problème du rationnel. C'est le problème de l'enfer rationnel, c'est rationaliser complètement une société et se dire... ne pas expérimenter les lois. Ne pas expérimenter les règles qu'on va mettre. Par exemple, pour moi, en gros, l'importance de la tradition, c'est que c'est des règles qui ont été très expérimentées par beaucoup de générations, et donc on les récupère sans poser de questions, parce que ça a marché et ça peut être très con, si on va à l'extrême de la tradition, c'est très dogmatique, et on dit juste, même si le monde change, oui, mais on a toujours fait comme ça, donc on garde ça. Et c'est quelque chose que je comprends. Et de l'autre côté, il y a, en fait, comment on met d'autres normes ? En réfléchissant. Et donc en réfléchissant, généralement, en tout cas si c'est un pur esprit déconnecté du corps, ça nous donne l'URSS, quoi. Pour moi, l'URSS, c'est un système purement... C'est extrêmement rationnel. Il se prévalait même de la science, tout ça, tout se basait sur des trucs très scientifiques. Et en fait, c'est juste que quand tu le vis, ton corps dit je suis pas bien, j'ai faim, il dit des trucs comme ça, tu vois, ton corps dit des trucs, alors que ça devait être un paradis, rationnellement. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis un peu parti en couille, mais c'était par rapport à ce que tu... Oui, tu disais justement mettre des normes pour égaliser les choses, et l'extrême inverse a été la tradition qui dit non, mais il y a toujours eu un rôle pour les hommes et un rôle pour les femmes, et on va continuer comme ça parce que ça a été prouvé par les générations. Et en même temps, il y a une sagesse là-dedans, et en même temps, le monde a tellement changé depuis, prenons 50 ans, que forcément, c'est à remettre en question. Ah oui, alors ça, après, en Occident, on remet beaucoup en question. En France, par exemple, on remet beaucoup en question, et dans le nord de l'Afrique, ils remettent peut-être un peu moins en question. Même beaucoup moins. Exact. Souvent, en fait, j'ai l'impression que les gens qui remettent en question... en fait, les gens ont trop facilement tendance à remettre en question un système alors qu'ils n'ont aucune expérience de vie, en fait, tu vois. C'est insupportable. Mais c'est la bourgeoisie bolchevique, c'est ce qu'elle a fait. C'était des bourgeois qui sont revenus comme ça, qui ont vu l'Europe de l'Ouest. Il y a 2-3 socialistes qui les ont dragués parce qu'ils étaient hyper éloquents et qu'ils écrivaient bien. Et ils sont revenus, ils ont dit, les mecs, je sais ce qu'on va faire. L'empereur. C'est comme le mec des Khmers rouges là. Je sais, le mec il était à Paris ou en Suisse, un truc comme ça. Je crois qu'il était à Paris. Ah mais souvent à l'université à Paris. Ah mais c'est nous qui avons tout donné. Frère, vous avez les gars. Alors je vous explique ce que les Français vous avez fait. Juste les gars, c'est nous, hein. C'est nous. Non, moi, c'est les 60 millions. Moi je suis ce mec. Nous on est neutre mec. On va parler de l'or que vous avez gardé. L'or des nazis mec. Tu veux qu'on parle de ça mec? Mais en gros, c'est l'or des juifs en réalité. Ok, fais attention aux mots qui... J'ai failli dire feu, c'est vrai. Je vais dire feu. C'est feu juif, tu vois, c'est pas méchant. Bref. T'es de quelle religion, mec? On peut parler religion? On peut parler religion. Je me sens catholique. De ton expression, de ton identité, genre. Ton identité religieuse. Ouais, en fait, de base, j'ai été très longtemps athée, comme tous les enfants français aujourd'hui. Comme moi. Ah oui? Ouais, moi je rejetais la religion, je vomissais dessus en fait. Ouais. T'as été entraîné à vomir dessus ou non, c'est juste au esprit de contestation, rationalisme à 100%. C'est genre, en plus, on m'a inscrit au catéchisme et tout quand j'étais petit. Ah oui, et je vomissais sur ces trucs. Et en fait, j'ai commencé à capter au bout d'un moment que en fait, il y a deux façons de... En fait, la réalité scientifique, elle suffit pas à tout t'expliquer, si tu veux, et qu'un concept religieux, il peut être tout aussi réel au sens où quand tu l'appliques, ça marche. Tu vois? Et c'est difficile d'expliquer ça parce que voilà, c'est tellement compliqué de... Mec, tu parles de métaphysique à des gamins de 20 ans, tu vois, toi, t'as quel âge en vrai? J'ai 20... Je sais pas 20 ans, hein. T'as 21 ans? J'ai 25 ans. T'as 25 ans. Tu as 16 ans. non, mais je me disais aussi, tu m'aurais choqué si tu m'avais dit 20 ans. Mais t'as dit, j'ai pas 20 ans, j'ai 20. Mais j'ai toujours un doute. Plus ça avance, plus j'ai des doutes. Ouais, pareil. Bah moi, vers 24-25 ans, je me trompais toujours d'âge. Ouais, je vois. Mais tu verras. Là, j'ai 25. Là, t'as 25. Tu verras, à 26, le jour où t'auras 26, tu remarqueras, tu vas prendre beaucoup de maturité, mec. C'est 26? Ouais, c'est pile 26. Là t'es juste... moi, j'ai 28. En fait, entre 26, 27, 28, c'est là où t'as le pic, tu vois. C'est vrai? C'est comme le pic de testostérone, c'est le pic de maturité. Ouais, je vois. Tu vas vite découvrir ça, mec, tu vas voir, c'est... Tu me prends pour un petit... Oh, tu verras. Tu verras la vie différemment, mec.
Tu sais, les femmes, tu ne sais pas encore. C'est comme si t'enlevais les lunettes qui te tournaient la vision. Mais... Tu vois, l'allégorie de la caverne. Tu es encore inconscient, mais... Tu connais Platon et... bien sûr. C'est pareil, mec. Tu vas en sortir. À 27, 28, tu commences un peu à sortir de la caverne. C'est vrai. Tu bouges des cailloux et puis tu commences à regarder un peu dehors. Je suis tellement humilié. Frère, en fait, il y a trop de portes qu'on n'a pas refermées. Mais oui. Pour revenir sur le paradoxe du genre. Ouais. Paradoxe du genre, c'est que l'idée, c'est que si... On s'est dit, vas-y, si on met les sociétés les règles sociales les plus égalitaires, eh ben on va avoir une société égalitaire. Mais ce qui se passe, c'est que vu que tu as des influences biologiques et des influences sociales, bah si tu réduis à zéro les influences sociales, à savoir que tu n'as plus aucune pression sociale, bah la seule pression qui reste, c'est la pression biologique. Et il se trouve que comme il y a des différences biologiques entre les hommes et les femmes, bah en fait tu te retrouves avec plus de différences dans les pays scandinaves où tu n'as quasiment pas de femmes qui sont ingénieurs. Est-ce qu'ils ont vraiment complètement réduit la pression sociale ou est-ce qu'ils ont mis une autre pression sociale à l'inverse? Et je crois que c'est ce qu'ils ont fait, et quelque part je pense il y a, et c'est une des conclusions si tu veux, que parce qu'il y a eu plein de frères, c'est des études qui sont hyper documentées, ils en ont parlé même au forum économique de Davos quand j'étais à l'armée. Parce que je dis pendant que j'étais à l'armée parce que c'était ma compagnie qui devait aller monter la garde, enfin faire la sécurité du forum économique. Mais t'étais dedans? Non, parce que du coup, en fait c'est pile là que j'ai quitté l'armée, parce que j'étais en putain de période d'examen. J'ai demandé à l'armée suisse de m'exempter de ce cours de répétition. J'ai dit, les gars, j'ai un examen. Ils m'ont dit, vos obligations civiles passent après vos obligations militaires. J'ai fait, ah ouais, bah allez vous faire obligations en fait, civiles après les obligations militaires. Ouais. J'essaie de faire un accent suisse, excuse-moi. Merci mec. Putain, bravo. Mais en gros, si tu veux, comme tu l'as bien souligné, il y a peut-être aussi une volonté une pression qui tombe du côté des hommes ou des femmes, mais qui est de ne plus avoir à prouver quelque chose. Tu vois, quelque part, quand tu sens que tu es dans une société où on dit en tant que femme, c'est pas stylé si t'es maçon, par exemple, c'est pas un métier pour toi. Peut-être il y a certaines personnes chez qui psychologiquement t'as la volonté de dire ah ouais, bah laisse-moi te montrer, tu vois, et puis du coup ils ont cette conscience-là. Et quelque part, quand tu laisses vraiment 100%, ils sont là, en fait, je peux choisir. Donc il se trouve que les femmes sont plus intéressées par les humains que par les objets. Bah, ils se dirigent vers la psychologie, la médecine ou des métiers comme ça, plutôt que dans l'informatique ou la physique ou voilà. Après, même dans les sociétés où on leur dit qu'elles n'ont pas forcément à être maçons, elles le font pas non plus. Enfin, je veux dire, il y en a ça reste une minorité. Tu vois, parce que, voilà. mais oui, je vois ce qui peut rééquilibrer. Bref, c'est très, très ensuite, on a passé sur quoi comme sujet après avoir parlé de ça? C'était intéressant. On parlait de la religion. Et tu me disais qu'à la base, tu crachais dessus. Ouais. Et effectivement, on est passé par ça. C'était à la mode de cracher dessus. Et on a compris un petit peu plus tard. Mais c'est bien, en vrai, c'est bien d'être passé là-dessus. Je disais que c'était haïssable. Mais j'ai envie de dire, ça se pardonne à l'adolescence. Frère, juste avant de venir sur la religion aussi, je t'en prie, mec, parce qu'en fait, je voulais aussi dire un truc vis-à-vis de la tradition. T'expliquais du coup l'importance de la tradition au sens où c'était des règles qui avaient fonctionné pendant très longtemps. Ouais. Et moi, j'ai déjà fait en plus le parallèle, et peut-être ça aidera peut-être des gens à comprendre qui se disent mais non, mais les traditions c'est con, tu vois. Genre souvent, tes darons, ils te disent un truc. Ils te disent fais pas ci, fais pas ça, ou genre tu devrais faire ci, tu veux. Et toi tu penses que c'est des imbéciles, et 5 ans plus tard en fait tu comprends qu'en réalité ils avaient raison, c'était sur l'abruti dans l'histoire, tu vois. Et bah la religion, la tradition, c'est crash, mec. Mais moi aussi frère, mais c'est parce qu'on est des hommes, mec. T'es très masculin dans l'expression de genre. J'ai oublié mon expression de genre. Oui, mais c'est exactement comme ça que je le vois. Parce que en fait c'est juste nos autres pères. Pas PAIR, P accent grave RES, c'est nos autres pères qui sont beaucoup plus. Tu vois ce que je veux dire, qui sont beaucoup plus hauts. Et en fait, c'est toute la génération de nos grands-parents, toute la génération d'avant, toute la génération d'avant. Tout cela, en fait, c'est toute l'histoire de l'humanité qui ont une certaine sagesse qui est ici aujourd'hui, si tu veux. Le jugement de ta tradition, quand ta culture, elle te dit, faut pas. Je sais pas, c'est pas une bonne chose voler, par exemple. Ouais, de voler, ou quand ta culture elle te dit. Les 10 commandements, c'est bien. Ouais, si on suivait ça, Bah, tu sais d'ailleurs, par rapport aux 10 commandements, mec, l'histoire de. Bref, mec, on va ouvrir trop de portes, mec. C'est horrible, je peux pas faire un podcast avec toi. C'est la dernière fois que je t'invite. Allez, à la prochaine. Elle était bien cette porte. En gros, oui, frère, on a compris. Ferme notre porte alors. Ferme la porte de la. Ouais, mais je sais plus où elle est. Là, tu me parles d'un truc, on a fait 50 mètres, c'est pas vrai. Laisse-moi la faire. Elle est pas là. Attends, parce ça fait un moment qu'on a parlé de l'autre. Ça tourne toujours en fait. Ouais. C'est juste qu'il faisait froid. Ouais, ça continue. Très bien. On est à l'aise, mec. C'était bon au niveau de la batterie. Je vais chercher mon kombucha, mec. Tant qu'on y est, mec. Pas mal. J'ai vraiment l'impression que c'est des podcasts détente, mec. Mais c'est très détente, ouais.
Non mais oui, c'est aussi comme ça que je le vois, c'est la sagesse de nos pères, et en fait, effectivement, le truc c'est que ça va pas toujours avec une justification. Et nous, en tant que petits cons, on a besoin d'une justification. Bah ouais. On dit, tu me dis ça, et pourquoi ? Pourquoi faire ? Et après, l'idéal, c'est qu'on te dise pas pourquoi, que tu prennes ton gadin, et que tu reviennes, et que la prochaine fois, tu demandes pas pourquoi. Puis juste, tu suis. Et quand t'es adulte, ça va beaucoup mieux quand tu suis ces choses-là. Ouais, après l'inconvénient, disons, pour nuancer un peu les choses de la tradition, c'est qu'elle est rigide. Et que la société, comme tu l'as dit, et on peut revenir là-dessus, elle a beaucoup évolué ces 50 dernières années. Et du coup, il y a effectivement certaines normes sociales, certains points de notre culture qui sont plus adaptés à la société dans laquelle on est en train de vivre maintenant. Typiquement, je sais pas, c'est très difficile à dire, mais bref, je vais peut-être pas donner un exemple dans le but de pas me planter. Moi, j'en aurais pas non plus, mais je vois à peu près... En fait, ce que moi j'aurais dit, c'est typiquement, c'est le fait pour, par exemple... les rapports sexuels en dehors du mariage. Tu vois, genre pendant longtemps, la raison pour laquelle t'avais pas de rapport sexuel en dehors du mariage et pour laquelle la culture mettait la honte sur un homme qui n'épousait pas une femme avec laquelle il avait des enfants, et mettait la honte sur une femme en fait qui couchait avec des mecs sans s'engager, c'est parce que en se comportant de cette manière, tu te retrouvais avec des meufs célibataires qui mouraient ou qui n'arrivaient pas à élever leurs enfants tout seuls, et t'avais une société qui, si elle se comportait comme ça, c'était pourri, tu vois, genre un enfant il grandit mieux quand il a 2 parents, et du coup tu te retrouves avec une société de schlag si tu fais ça. Et là ce que j'allais dire, c'est que quelque part cette norme sociale de ne pas coucher avec des gens sans être engagé, elle a perdu tout son sens vu qu'on a des moyens de contraception, genre pilule, capote, tout ça. Donc, mais il n'y a pas que ça pour moi. Et voilà, et c'est pour ça que je me suis retenu, c'est parce qu'au final je pense qu'il y a... On s'en doutait pas. Je pense que aujourd'hui tous les jeunes, moi j'en ai fait partie, tu vois, on s'est dit vas-y, en fait c'est génial, tant qu'on se protège, on peut juste baiser dans tous les sens. Bien sûr. Mais du coup il y a eu toutes les épidémies des maladies sexuellement transmissibles dans les années 70. Oui, il y avait ça. Mais indépendamment de ça, il y a les conséquences psychologiques. Je pense plus à ça. En vrai, je pense plus à ça, et effectivement, imagine, parce que oui, moi j'ai fait, on a eu à mon avis à peu près le même parcours là-dessus, mais imagine que t'es pas, que la fille avec qui t'es jusqu'au mariage tu couches pas avec. Imagine comme t'en es amoureux, et imagine comme ça soude le couple, et effectivement comme les enfants, s'il y en a, auront des grosses couilles en fait, parce que au moment où tu la baisses avec les petits génétiques, tout comme ça. Non, je pense ça pour le coup que j'aurais pas les études pour soutenir ce genre de thèse, mais moi j'ai, mec, t'inquiète. Ils vont vraiment avoir des érections très fortes. Ils seront précoces parce que ça fait 5 ans qu'ils attendent. Non mais non mais ouais, par contre ils auront je pense ce sera très sain en tout cas comme environnement familial. Si le type a attendu. Moi je parle de ça, c'est très abstrait, c'est comme un idéal, je donne ni de conseils parce que moi-même j'ai pas fait ça, mais je trouve vraiment que ça se défend, et je trouve ça très respectable les milieux où ils ont gardé ce truc-là. Je suis d'accord avec toi, mec. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est ce que je kiffe de ouf avec ma meuf actuelle, c'est que c'est aussi en Europe de l'Est, tu vois, ils ont un côté plus conservateur, plus traditionnel, et elle est très très traditionnelle à ce niveau-là. T'es hongroise ? Ouais. Et ça c'est stylé, mec. Genre vraiment ça, tu t'imagines pas à quel point genre ça... Mec, ça soulage tellement de... Qu'elle dise je vais faire la vaisselle et tout, tu vois. Moi j'ai acquiescé comme un coup. Je me suis laissé. Non, mais quelque part, tu vois, genre ça va dans les deux sens en fait, si tu veux. C'est elle aussi, elle s'attend de ma part à ce que moi je prenne un certain rôle. Et en fait, comme tu dis, c'est très agréable. Mais c'est agréable autant rationnellement, on aurait pu tout déconstruire en disant mais après tout, dans notre société industrialisée, pourquoi moi je ferais plus ces tâches-là et elle plus ces tâches-là, mais c'est quand même agréable, et j'imagine que c'est aussi agréable pour elle. En tout cas, moi c'est les retours que j'ai eu de filles avec qui on était genrés quoi, un minimum. Non mais j'étais pas un tyran non plus. C'est pas ça. Mais ouais, ce qu'on appelle un rôle d'homme et un rôle de femme. Mais en fait, ça rend la femme plus féminine, tu la désires plus, tu vois. Et puis quelque part, c'est intéressant de jouer à ce jeu-là. Ça veut pas dire que un vaut plus que l'autre déjà, parce que ça, je pense que c'est la base. On n'a même pas besoin de le dire, tu vois. Métaphysiquement, face à Dieu, on est égaux. Mais le fait d'avoir des rôles différents, ça rend le truc en fait plus. Mais je sais pas, ça rend tout plus intéressant. Répartition, bien sûr. Non, mais oui, il y a pas du tout de. En fait, c'est pour ça que j'ai une petite critique envers le rationnel, que je t'ai dit ça.
Typiquement sur ce genre de cas on le voit, c'est que rationnellement on peut déconstruire les genres. En vrai ça marche. C'est très difficile, quelqu'un qui relativise sur le genre, c'est très difficile de le contrer rationnellement. Par contre au niveau de l'expérience, il saura très bien ce qu'il veut. Tu vois, si c'est une femme qui fait ça, elle instinctivement elle peut déconstruire tout ce qu'elle veut, mais comment dire, par exemple les archétypes qu'on voit à Hollywood par exemple qui plaisent majoritairement aux femmes, est-ce qu'on peut dire que Ryan Gosling plaît plus qu'un autre homme? Je sais pas qui c'est Ryan Gosling. C'est vrai? L'acteur de Drive, enfin, je parle généralement de l'archétype du beau gosse. D'accord, ok. Tu vois, et généralement il va avoir plutôt des traits masculins. D'accord, ouais. Et ça peut même être extrêmement, ouais, ça peut être démesuré. Ouais. Et nous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on peut déconstruire autant qu'on veut l'attirance qu'on pourrait avoir pour une femme et dire ouais, mais en fait, elle n'a pas à avoir tel ou tel attribut féminin, mais les archétypes de femmes qui vont plaire à la majorité des hommes, prenons le milieu du cinéma, c'est pareil, elles vont être très féminines. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand des gens vont te dire que c'est socialement construit, ce qui est intéressant, c'est de se dire mais pourquoi est-ce que ça s'est socialement construit comme ça? C'est ça. Parce qu'ils ont raison en soi. Hein. C'est aussi socialement. Il y a une part de. Mais en fait, sociale. la base, en fait, si tu veux, genre à la base, sur quoi se construit la culture? Parce qu'à la base, on n'a pas de culture. À la base, on est des singes, tu vois. Genre, on vit dans une tribu de singes. Et en fait, on se met à adopter certains comportements pas parce qu'il y a une culture, mais parce que la biologie nous pousse à adopter certains comportements. Ouais. Et au bout de 3-4 générations, vu que les singes mâles ils s'adoptent un certain comportement et les singes femelles s'adoptent un certain comportement, il y a la culture gentiment qui commence à venir, mais la culture est basée sur la biologie en fait. Donc au final, la biologie faisait que les singes mâles avaient quand même plus de force que les singes femelles. J'imagine en tout cas que déjà à ce moment-là c'était le cas. Je sais pas. Et là, je sais pas, mec. Je sais pas ce qui te permet de dire ça. Là, je peux pas te suivre sur ça. Non. Là, je pas des singes. Je me désolidarise. Non, mais ouais, si, je pense que c'était comme ça. Ça, c'est pareil. C'est des je pense. Il y a aucune étude derrière. Mais du coup, ouais, ça a façonné forcément des rôles et on en a hérité. Et après, en fait, des milliers d'années, ça fait une cohérence en nous qu'il est bon de suivre. C'est-à-dire qu'on se sent quand même bien quand on suit. Et après, en fait, tu peux la suivre dans la bienveillance. C'est ça qui est cool. C'est que tu peux suivre cette cohérence, ça n'empêche pas le fait d'accepter, si tu veux, les personnes qui s'en écartent. Si tu veux t'en écarter, tu peux. Et en fait, que tout le monde ait du respect et soit traité d'une manière juste, si tu veux. C'est vrai. Ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Mais, oui. Allez, je mets. Il y a la limite de la responsabilité, je dirais. Droit et responsabilité. C'est ça. C'est le thème. Tu veux ouvrir la porte qui est là? Tu vas refermer les 10 autres. Je voulais dire un truc parce qu'en fait, j'ai douté en fait d'un truc que j'ai dit. Je me suis demandé si c'était juste. Je viens de terminer de lire un livre qui s'appelle Le poids des apparences par un auteur français et c'est un livre qui enfin bref, genre aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, États-Unis, je sais pas pourquoi j'ai dit. Aux États-Unis, si tu veux, depuis longtemps, eux, ils ont toute une série d'études en psychologie qui montrent le privilège de la beauté, le privilège de l'apparence physique. Comment une personne, genre en fait, elle est juste avantagée de sa naissance à sa mort quand elle est physiquement attirante. Ouais, attirante. Ouais. Et en gros, dans ce bouquin-là, si tu veux, il commence par faire différentes théories sur la beauté. Donc, il se demande si c'est une question de symétrie, parce que c'est le cas chez plusieurs espèces d'animaux, dont des papillons, par exemple. C'est le cas d'ailleurs, motifs symétriques. Il y a en partie de ça, si tu veux. Et je crois que c'est Peterson qui disait un truc outrageux, mais en gros, où si t'arrives à faire un montage de ton visage parfaitement symétrique et que tu le mets sur une appli de rencontre, t'as plus de chances. Ah ouais? Ouais, en gros, l'idéal de ton visage, c'est une symétrie parfaite. Alors, par contre, c'est pas humain. Il y a la symétrie qui joue. Ouais. Mais ce qu'ils se sont rendus compte, qui était assez surprenant, c'est que ce dont ils se sont aussi rendus compte, c'est que on pense souvent aussi que la beauté c'est un peu quelque chose qui sort de la norme. Donc en gros, mais l'expérience qui a un peu troué le cul de tout le monde, c'est qu'ils ont pris genre 10 portraits de femmes, donc ils ont pris une photo de 10 femmes, et à partir de ces portraits de 10 femmes, ils ont créé une image composite. C'est une image qui est le résultat du mélange de tous les portraits. Et ils ont demandé en fait aux gens quel était le visage le plus attirant sur ces 11 jamais photos. Le composite. Et c'était toujours le composite. Ah, c'est-à-dire que c'est la norme. Les gens, exact. Donc les gens, en fait, et du coup là est venue une deuxième théorie sur la beauté, ils se disent en fait la beauté c'est en réalité ce qui est le plus
au milieu de tout. Donc en gros, la théorie, ce serait que depuis que t'es un enfant, toi, t'es dans ta poussette au supermarché, tu vas voir genre 50 visages par jour, et ben au bout d'un an, t'auras vu genre 2000 visages, et en gros, le visage qui sera la moyenne de ces, ou qui se rapprochera le plus de la moyenne de ces 2000 visages, ça va être un visage beau pour toi. Et quelque part, on aurait tous un peu ce truc-là. Et bref, dans ce livre-là, ils avancent, et puis ensuite ils commencent un peu à se poser d'autres questions sur la beauté, et puis il y a une des théories qui parle de l'influence des classes, entre guillemets, dominantes, mais des classes qui sont socio-économiquement plus avancées, et dont le statut socio-économique, et qui de par leur statut socio-économique sont enviés par les autres classes. Et en gros, ces classes-là, elles peuvent décider de quels sont les critères de beauté. Ce qui explique pourquoi, par exemple, je sais plus en quelles années exactement en France, mais à un moment donné, être gros, c'était stylé. Parce qu'en fait, les bourgeois, ils étaient gros, et vu que tout le monde, en fait, kiffait pas être gros, mais kiffait les bourgeois, ils associaient le fait d'avoir de la thune à être gros, donc être gros, c'est devenu stylé, et puis du coup, c'était le critère de beauté. Et ça, j'ai trouvé assez intéressant. Du coup, est-ce que réellement la beauté... une petite contradiction là-dessus. Alors, je veux bien... Alors, bien sûr, il y a l'histoire de... Tu peux continuer, hein, si tu veux... J'ai le truc qui vient nuancer tout ça, et je te laisse juste après envoyer ta contradiction. Le truc qui vient nuancer tout ça, c'était le critère de beauté le plus important pour les hommes lorsqu'il s'agit de choisir une femme, c'est le rapport taille-hanche. Donc en gros, plus une femme a des hanches larges pour la naissance. En comparaison à sa taille, ce serait pour la naissance, mais genre indépendamment de ça, ils ont juste montré des silhouettes, si tu veux, différentes silhouettes de femmes à des hommes, dessinées au crayon, si tu veux, avec des photos et tout, et à chaque fois c'est... Du coup, rapport taille-hanche, ça veut dire que c'est quoi l'idéal ? C'est taille la plus fine possible par rapport à la hanche. C'est le ratio. C'est-à-dire que si t'as une taille comme ça, il faut que t'aies des hanches comme as, tu vois ce que je veux dire, mec. Et si t'as une taille comme ça, en fait, plus tes hanches sont larges par rapport à ta taille... Ça, c'est complètement pour mettre au monde. Et du coup, alors ce serait... Parce qu'en Afrique, par exemple, ils ont, en Afrique noire, en tout cas, il y a vraiment ces critères qui sont très très développés. En Europe aussi, si tu veux. Et puis, pour les femmes, à l'inverse, ce qui plaît chez les hommes, ce qui plaît aux femmes chez les hommes... C'est un rapport épaule, taille. Abdomen, Abdomen, épaule, taille, Ouais, ça m'étonne pas. Du coup, vas-y, tu voulais dire... du coup, ce qui veut dire qu'en fait, il y a quand même de la biologie dedans. Tu vois ce que je veux dire ? Genre oui, c'est intéressant. C'est intéressant. C'était juste, justement, par rapport au lien, en gros, classe sociale dominante et beauté. C'est sûr que ça va dans ce sens-là. Il y a aussi l'exemple des Asiatiques qui sont, qui se protègent beaucoup du soleil parce que, comme en Europe pendant un moment, le fait d'être bronzé, ça voulait dire que tu travailles dehors et ça voulait dire que t'étais d'une basse extraction. Ose dire les mots, mec. Là, c'était pas les mots que je voulais dire. Ça, t'es 100% français, toi ? Non, génétiquement non. Genre génétiquement t'es quoi ? Laisse-moi deviner. Allez. T'es grec ? Non. T'as un truc de... c'est pas loin, c'est très très... En fait, grec, je peux valider. T'as du sang... Frère, t'as du sang kosovar ou turc, un truc dans le genre, mec. C'est très proche, t'es très proche. Ah ouais ? Mais je crois que grec, on peut valider parce que le peuple est à peu près le même, mais c'est Liban. Ah, t'es libanais, mais mec, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, mec. Pour une petite part en tout cas. Mais ouais, il y a ça, effectivement, le peuple libanais, en tout cas se dit pas arabe, et comment dire, assez proche du peuple grec. D'accord, ok. En tout cas, tu sais, c'est la Méditerranée, c'est un bordel pas possible, on échange de partout. T'as un mélange entre un voleur et un p***, en fait, faut dire ce qu'il y a. Oh merde. En vrai, fais attention à certains mots quand même. Pas avec moi, hein, avec là. Je continue pour pas signaler la vidéo. Parce que des fois, l'algorithme est très con, il repère des trucs et tout. Mais je voulais dire au sens genre un P, genre tu vois. Non, il y a aucun moyen de se rattraper à ce niveau. Putain, il y a pas d'échappatoire. Non, oui, il y a ça et Pologne. Pologne aussi. Pologne aussi, ouais. Donc je fais pas continuer la blague ou aussi. Ils sont ni. Je sais pas, non, mais un peu l'un ni l'autre en Pologne, ce genre de blague. Il y a quoi comme stéréotype sur les Polonais ? Pas grand chose, hein. Ils ont fait des trucs pas bien. Ouais, vous avez fait pas mal de trucs pas bien. Ah, mais t'as PLK. Allez voir la vidéo de PS sur... C'est quoi cette vidéo où tu parles de PLK du coup ? Ça devait être un titre tout simple, genre le rap de blanc. Et très intéressant. T'as peut-être à leur expliquer. Fais-leur un bout de vidéo. Mec, fais une vidéo YouTube là. Là tout de suite, à la vidéo. Comme ça je me tais. Au pire, parce que tu sais que ça va casser toute la spontanéité. Mais genre, explique vite fait ce truc de PLK et de privilège. Mais je peux te l'expliquer à toi ? Ok, vas-y. Parce que est-ce que depuis le début on leur parle pas un peu à eux aussi ? Bah, je sais pas. Est-ce que ce micro n'est pas genre l'oreille des abonnés ? Je chuchote à l'oreille des abonnés. Moi, à l'oreille droite. Ah putain, en fait, tu leur mets un son stéréo. Écoutez ça en casque.
C'est un bordel. Ça, c'est très homo. Ça, pour le genre, avec Simon, on va vous dire en même temps des trucs sexuels. On va essayer de créer une dissonance cognitive. Genre, essayer de leur dire que. Tu crois qu'on peut faire Je crois que. Bref, connaissant ton niveau en Final Cut, je suis pas vraiment sûr de quoi mette. Ah si, en fait, si, c'est pas hyper compliqué, je crois. De faire quoi tu dois pouvoir mettre en mono. Oui. Tu sais, pour en mettre. T'inquiète. Au pire, je trouverai quelqu'un qui sait le faire. Parce que la dernière fois, t'as pas synchronisé le son et la vidéo quand même. Ouais, mais c'était chaud. Et d'ailleurs, c'est toi qui m'as aidé, mec. Mais c'est vrai. Dans les 4 trucs que je sais faire sur Final Cut, il y a synchroniser. C'est comme je faisais jusqu'à maintenant. Tu superposais. Et je superposais. Et pour couper, et je coupais chaque minute. Donc j'avais un podcast de 2 heures. Et en fait, je devais faire des cuts sur ma piste audio. Tu faisais vraiment ça? Je faisais. Bah, en vrai, je faisais. Tu veux pas taper sur. Je faisais 120 cuts de 1 minute. Et à chaque fois, je les calais. Et attends, tu sais qu'il y a plein de mecs qui ont eu le même problème et qui sont allés. Qui ont fait des tutos YouTube avec un son atroce. Hein. J'avais pas le time, mec. Ok. C'était mon raisonnement. Okay. Et là, ça m'a vraiment fait chier parce que cette semaine, j'avais vraiment 0 temps. D'ailleurs, les gars, vous êtes pleins que. Enfin, vous êtes pleins. Non, je comprends. Le dernier podcast, c'est vrai que c'est un peu chiant quand je fais un podcast et je dis, ouais, j'ai pas le temps 5 fois dans le podcast. Mais. Là, je vous parle, mais j'ai pas le temps. Vraiment, là, en plus, j'ai mon coaching qui commence dans. Ça fait 1h06. Je crois que je dois te tèche de la maison bientôt. Ouais. Ah, bah, il est 6h48, 49. J'ai demandé au groupe si je pouvais faire à 17h30. Je leur ai demandé un peu de temps supplémentaire et ils m'ont dit. Il y a Hugo qui dit je verrai pas la fin, je pense, mais t'inquiète, je regarderai la fin avec la rediffusion. Donc, ok. Hugo, Mathieu il dit je regarderai la diffusion aussi, car de toute façon, je suis pas dispo ce soir. Ah bah parfait. Gaël il me dit pas de soucis, mec. En fait, les autres ils sont tous ok. Donc, parfait. Donc, on a des petites prolongations. Là, à partir de maintenant, il est 50. On peut se dire qu'on a jusqu'à 20, donc 30 minutes encore. Allez, top. Du coup, dis fais ta vidéo vite. Non, bref, rap et privilège blanc, du coup, comme on disait. Ah oui, c'était là-dessus. C'était en gros sur les expressions identitaires, plutôt en gros ethniques et culturelles, qu'on pouvait entendre dans le rap. Parce que le rap étant dansant et entraînant, on n'a pas tendance à... Enfin, on écoute les paroles, mais on va pas forcément pousser l'analyse très loin, quoi. Et d'ailleurs, je la pousse pas très loin, hein, je pose juste la phrase et je dis, bon, bah ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Et il se trouve que on retrouve des patterns chez les blancs qui font du rap et qui sont très différents du reste des gens qui font du rap. C'est-à-dire que il va y avoir une mise en avant généralement dans le rap de la part plutôt des Africains, des latinos aussi. Enfin dans le rap. Ouais, dans le rap moi j'écoute pas tellement de rap latino. Moi, j'écoute mais dans beaucoup, le rap français, tu vois, majoritairement t'as des blancs, des Africains noirs et nord-africains, ouais. Tu vois, généralement. Et il se trouve, en fait, la vraie différence, elle se fait d'abord entre Européens et Africains, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup plus d'expression de l'identité, et ça va même être très fort, en fait, les trucs sur la couleur de peau et la culture. C'est un truc qui est très revendiqué, de la part. Ça fait... ouais, c'est ça, c'est une part importante de l'identité qu'ils expriment, et de l'autre côté... Les blancs, là où on pourrait s'attendre à ce que ce soit pareil, c'est l'inverse complet. C'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour nier un maximum. Déjà, l'ethnique, tu oublies complètement. Personne se revendique. Il y en a un, il y a 25G qui a fait un son qui s'appelait Babtou Pure Souche, je crois, un truc comme ça. Et puis il s'est fait attaquer par la Lycra, si je me souviens bien, un truc comme ça. Babtou Pure Souche qui casse des bouches, c'était le... Mais tu sais, c'est pas non plus un mec hors circuit ou quoi, hein. Il faisait des feats avec Seth Gecko et tout ça, c'était cette... Ouais. Ah, d'accord. Mais il est sympathique 25G, mais c'est juste le pendant, parce que par exemple, Eurotrap de Vald, c'est cette idée-là. Eurotrap, c'est un autre exemple il y avait la mode de l'afro-trap, et il a dit, ah mais tiens, si je faisais Eurotrap, tu prends le continent, tu dis machin, et il a fait un autre son qui s'appelait Blanc. En gros, Vald, c'est celui un petit peu qui questionne, mais qui va pas non plus se revendiquer, il est pas là pour faire... Vald, je suis sûr, Vald, dis-nous si c'est le cas, si tu es là. J'ai vu un Reels de lui récemment, moi je pense que Vald, il regarde du Peterson. C'est fort probable. Oui, je vois sur le relativisme, où il démonte le relativisme et il dit que. Alors, je l'ai vu celle-là aussi, mais un où il parlait justement du rejet des hommes par les femmes. Genre, il y a 2 jours, je crois, il a sorti un truc comme ça. Ça, je crois qu'il a juste analysé son adolescence et il s'est rendu compte que c'était pas facile. Ouais, mais il y a plein de trucs qui mettent un peu la puce à l'oreille, si tu veux, sur sa manière de questionner les choses. Moi, je pense qu'il s'est perdu sur internet, comme nous tous. Hein. Ouais, mais il a dû aller son pet comme ça et il a regardé Maps of Meaning. Ouais, c'est bon, mec. Non, mais il y a même des trucs sombres. Il y a des paroles de Vald qui ont été coupées et tout, des anciens albums. Ouais. Non, mais c'est mignon, tu sais, il est allé un peu au bout
des recherches internet et de ce que fait un ado sur internet qui se pose des questions. Mais en tout cas, ouais, c'est un peu le seul qui se pose des questions et qui pose des questions, notamment avec ses morceaux. Pareil, il a un moment très évocateur où il dit en gros. Dans l'avant-dernier album, où en gros il dit une phrase que putain, excuse-moi, j'ai pas la ref exacte, okay. Mais en gros il dit une phrase que les rappeurs disent tout le temps, mais une phrase un petit peu tribale, et il redit cette phrase et il dit mais en fait ça c'est le plan des Le Pen. D'accord. C'est ce que disent les Le Pen. Et en fait, il met enfin, pas la contradiction du coup, mais le miroir en disant ce que tu dis, bah, c'est exactement ce qui se dit dans le rap depuis toujours, c'est exactement ça. Et oui, et en fait, effectivement, c'est ça, parce que l'expression, en soi, le fait de beaucoup exprimer l'identité ethnique et culturelle, bah, c'est du nationalisme. En fait, on revient à la question de la politique identitaire. À partir du moment où tu te considères non pas comme un individu, mais comme étant le membre d'un groupe, que ce soit un groupe sexuel, un groupe religieux, un groupe ethnique, un groupe, tu vois, genre ce genre de groupe, bah tu rentres dans la même logique que tu sois un mec d'extrême droite, que ton groupe ce soit les mecs de ton pays, ou que ce soit les mecs de ta couleur de peau, ou que ce soit à l'extrême gauche, ou que tu sois genre que du coup ce soit le groupe des je sais pas, tu t'opposes à la bourgeoisie parce que toi t'es la classe du peuple, le prolétariat. En fait, t'es en train de jouer au même game. T'es en train de jouer à un game qui est dangereux, du coup, qui a juste conduit à l'Allemagne nazie ou au goulag en Russie. C'est le game de je te regarde pas comme personne, mais je te regarde comme membre d'un autre groupe qui est mon ennemi, en fait. Oui, mais je dirais qu'après ça c'est normal. C'est-à-dire qu'il doit y avoir en gros, comment dire, il faut nuancer, parce que l'extrême inverse de ça, ce serait une paix universelle et comment on pourrait appeler ça ? Ce serait arriver à une paix universelle et un internationalisme. Tu vois, en vrai, le but des Russes, de l'URSS, on a tellement de portes. Juste 2 secondes, on va sur ce sujet avec plaisir. Le point que je voulais juste faire avec PLK, c'est que du coup PLK c'était un rappeur qui était blanc et que lui en l'occurrence il essayait d'éviter de revendiquer le fait qu'il était blanc, mais il revendiquait le fait qu'il était polonais. C'est ça, c'est ça. Mais si on prend cet exemple, et en fait j'ai pris cet exemple aussi parce que ayant été dans le même collège, je connais exactement ce milieu-là, le milieu dans lequel il a été et ce qui l'a poussé à se revendiquer plus polonais, alors que je pense qu'il parle mieux français que polonais, tu vois. Enfin, on est né en France, on a grandi à Paris, tu vois, en tout cas pour son cas. Donc tu vois, qu'est-ce qui fuit en Pologne alors qu'il est pas polonais de base, c'est l'identité française. Et la question c'est pourquoi fuir l'identité française alors que c'est le plus grand pays du monde. Pas forcément, mais c'est ça dépend de quel point de vue. De quoi ? Après la Suisse. Je pensais qu'il allait être sur ce bras, j'allais faire ah ouais. Il crache sur la table, mais je blague qui va trop loin, ma table est dégueulasse. Mais ok, pourquoi fuir cette identité alors que t'es né ici, ce pays t'a tout donné, tout ça, tu vois, même si au niveau de l'ethnique, c'est pas forcément exactement ça. Et pourquoi tu vas jusqu'à le mettre dans ton pseudo ? Parce que là, pour le coup, c'est vraiment une mise en avant de l'identité qui est très très forte. Que ton nom, ce soit... c'est comme si je m'appelais français. Ouais. Tu vois, c'est que ton nom soit... c'est comme si tu t'appelais... Voilà, c'est bon. Ouais, t'as raison, c'est ça. J'ai pensé que c'était pertinent de... Ouais, non, c'est l'équivalent. C'est l'équivalent pour français. Mais du coup... Et en fait, ouais, on retrouve ça à peu près chez tout le monde. C'est-à-dire que Nekfeu, c'est pareil. C'est grandir vers Nice, puis à Paris. C'est quand même très très français, excusez-moi. Et... il va revendiquer les origines grecques et enfin tout ce qui peut le dissocier de la France. Et c'est pas pour rien. Aussi. Alors Orelsan pour moi assume. Orelsan il a le côté, c'est vrai il assume, mais il a le côté, il y a San dans son prénom qui. Oui, il doit quand même se barrer, c'est-à-dire que lui assume complètement le poids d'être français. Et juste il dit je suis une ordure parce que je suis français, mais je vais au Japon. Pour un petit peu pour être un peu plus stylé, mec. Ouais. Pour être un peu... mais c'est vrai qu'il y a cette identité là. Après ça c'est une grosse influence culturelle que je comprends plus
que la Pologne. Par exemple, en France, l'influence culturelle de la Pologne est pas non plus énorme. En gros, il y a juste le prolétariat, tu vois, comme pour mes ancêtres à moi, qui est venu de Pologne et travailler en France. Ouais. Mais à part ça, tu vois, le Japon nous a complètement influencé, l'Amérique nous a complètement influencé. Donc je comprends qu'on prenne ce bout d'identité-là. Lui assume en tout cas dire, voilà, moi je suis français, très influencé par le Japon. Ouais. Mais par contre, oui, il y a un petit peu quand même... Le seul petit problème que j'ai avec le Japon, et alors Nekfeu fait un petit peu pareil, c'est que ils vont proposer un modèle de société à la France. Un modèle que je dirais plutôt de gauche... qui serait immigrationniste, tout ça, et qui est aux antipodes de ce qu'ils vont chercher au Japon. Ouais. Alors, ça c'est quand même... Enfin, je veux dire, pourquoi comment dire ? Moi, je suis jamais allé au Japon. C'est très raciste, un japonais. Oui, ça m'en a tout l'air. Non, pas tous. Disons que là, c'est pas là-bas que tu vas réussir à faire passer des... je sais pas, des trucs d'identité de genre ou d'expression de genre. Alors ça, je crois que si, pour le coup, au niveau... Ça pousse. En tout cas, pas autant qu'en Europe. D'accord. Mais ils ont cette... pas propagande, ce n'est pas le mot, cette influence. D'accord. Ils ont cette ouverture vis-à-vis de ces idées. Exact. Ils sont ouverts là-dessus. Mais c'est vrai que oui, leur identité de peuple est très importante et très imperméable. Imperméable. Très imperméable et ils ont un rapport à la tradition qui est très important et ce qui fait que... Ils ont aussi un rapport à essayer d'imposer leur culture à d'autres cultures, enfin une politique un peu impérialiste. Ils ont essayé de faire un tas de percées sur la Chine pour essayer d'envahir quelque part les autres peuples et d'imposer leur culture. Je crois que la Chine le fait un peu... en fait, sur la fin... Mais après, en même temps, c'est des bosseurs. C'est-à-dire que les mecs nous ont fourni du dessin animé, tu vois, Ouais, ils ont fait des mangas. Non mais, excuse-moi. Non mais tu vois, c'est pour ça que je disais que c'est quand même une toute petite île ultra loin qui a une influence en France, c'est impressionnant. Hein, la culture... Là, je dis manga parce que moi, je suis un peu extérieur, je connais pas trop. Tout ça. Ouais. T'as vu le clip que j'ai fait avec Flo? D'ailleurs, Flo, il est atroce. Si tu veux dire salut à Flo. Flo, je ne te salue pas parce que tu es raciste. Voilà, Flo. Il a dit quoi? Je ne peux pas. En gros, vous avez une blague, si tu veux, à un moment donné, je faisais une blague sur les Chinois, enfin, je sais plus, et lui, il fait... Après, je dis, j'aime beaucoup la Chine, les murailles, tout ça, et lui, il explose de rire, il fait, ouais, les sushis et tout, et et après, moi, je rigole, et puis je dis, non, moi, je dis, lui, il dit, ouais, les samouraïs, et moi, je dis, ouais, les sushis, et après, il fait, mais les sushis, c'est pas du tout chinois, et moi, j'arrête, je fais, mais frère, les samouraïs non plus, c'était pas chinois. Il fait, comment ça? Je fais, frère, et là, je lui dis... C'est marrant parce que c'est une erreur, en vrai, dans certains milieux qui pourrait mal passer. Ah ouais. Là, on en rigole, mais ça pourrait mal passer, alors que c'est vraiment pas grave. C'est l'ignorance. C'est rien. Enfin, je veux dire, de la putain d'ignorance. Mais ils sont loin, les mecs. Ouais, c'est la même chose. Excuse-moi. Ils sont... Non, mais c'est vrai qu'ils sont... C'est pas contre eux, mais c'est normal. Tu vois, par exemple, qu'un Américain... confondre la Suisse et la France, ça va. Un Péruvien, un Bolivien, mec, ça mange des cochons, mec. Non, mais tu vois, l'inverse. En plus, on peut faire des blagues comme ça parce que, mec, excuse-moi, je tiens à le dire depuis le début parce que je fais des blagues comme ça, mais je suis pas blanc. Ah. Je suis moitié péruvien. Non-binaire. Et je m'identifie comme femme pendant tout le podcast. Ouais. Ah. Donc si vous retournez contre moi, en fait, vous êtes misogyne et raciste. Voilà, je suis une femme de couleur. C'est bien joué. Vous allez faire quoi? Femme de couleur, il retourne ses cartes. Par contre, juste, voilà, alors attends. PLK, toi tu parlais aussi du truc qui se passait avec le Japon et tu donnais aussi un autre exemple dans une de tes vidéos qui était l'exemple avec Tovarich. Oui, alors Tovarich, ça va être à peu près la même chose que PLK, mais avec de la testo. C'est-à-dire que Tovarich a un très bon physique, mais... Comment un peu? De quoi? Pardon, vas-y. Je dis comment un peu. T'as un très bon physique. Mais en fait, je suis pas congestionné en fait, mais tu vois, après. Et puis t'es pas chargé surtout. C'est l'essentielle différence qu'il y a entre vous deux. Ça me touche tellement, mais ouais, alors, c'est vrai que ça va être ça avec plus de testo. Donc, il faut savoir que tous ces mecs j'écoute, et j'écoute ce qu'ils font. Je trouve pas ça si mal, et c'est une critique dans le fond du discours. C'est pas du tout, je suis pas du tout un amateur de rap qui va critiquer sur la forme, la technique, ce genre de choses. C'est vraiment juste ce qu'ils disent, ce qu'ils nous transmettent comme message, et ce qu'on va écouter en boucle. Parce que c'est pour ça que je donne une importance au discours du rap. C'est parce que moi j'en ai énormément écouté. Il y avait des morceaux que j'écoutais peut-être, ça devait se compter à des dizaines, des centaines. Ah, moi je pense que... Mais moi, mec, tu sais que quand je m'entraîne, j'écoute du Kobalade. Et frère, très teubé. C'est très teubé. Horriblement teubé. Ouais.
Et en fait, moi je préfère Ziak. En fait, j'adore. J'écoute Ziak, j'écoute aussi. J'écoute beaucoup du ZKR. Frisk Orleans aussi. Ouais. ZKR, c'est très très lourd. D'accord, et genre au niveau des textes, ça suit. Mais Cobaladé, c'est tellement teubé, mais le rythme est tellement bon que du coup, c'est trop bon pour s'entraîner. Il y a vraiment de la trappe trop lourde. Et du coup, j'écoute ça. Et en fait, ce qui est horrible, c'est que les phrases, parce que à force d'écouter, je retiens. Et les phrases que je retiens le mieux, évidemment, c'est les phrases les plus horribles, tu vois, les plus. Et elles tournent dans ta tête. Ouais, du coup, tu les as facilement. Ouais, non, mais c'est ça qui est atroce. En vrai, c'est le problème avec le rap, c'est que c'est des incantations. C'est que c'est des. En vrai, si on a autant de beaux chants militaires, tu vois, si on a autant de beaux chants militaires, c'est qu'il fallait mettre en musique une motivation pour aller faire des trucs extrêmement durs comme la guerre, par exemple. Et donc là, c'est ce qu'ils nous font dans nos vies de branleurs où on n'a plus à faire la guerre, là. C'est des incantations à faire d'autres choses. Tu vois, c'est pour ça que j'ai fait la critique sur Ziak, par exemple, c'est que. J'ai pas regardé cette vidéo. De quoi ? J'ai pas regardé la vidéo. Ouais. En gros, d'un côté, il est extrêmement doué, c'est terrible, et c'est sûrement l'artiste. Comment dire ? Sur toutes ces histoires de rythme et de t'envoyer à la guerre, tu vois là la métaphore par rapport à ça, c'est le pire. C'est pire d'accord. Parce que c'est extrêmement bon et c'est moi je sais que c'est plus malsain. C'est tes enfants, ils écoutent ça, ils vont à l'état islamique. Ouais, non mais alors, en fait c'est vraiment la promotion H24, c'est des histoires de coups de couteau et très très descriptif. Enfin, tu vois, imagé, ou genre tu te visualises en train de faire. C'est ça, que des métaphores parce qu'en fait il écrit bien, parce qu'en fait au bout c'est pas un teubé, il fait le teubé pour percer dans le rap, mais c'est pas du tout un teubé, c'est extrêmement, t'as dû le remarquer avec les clips, tout ça. Je connais pas trop Ziak, Florentin du coup qui est un grand amateur de rap, c'est pour ça qu'il aime beaucoup tes vidéos, m'a fait écouter du Ziak, c'est lui qui m'a fait écouter du Ziak, c'est lui aussi qui m'a fait écouter du Freeze, c'est lui aussi qui m'a fait écouter ça aussi ça marche comme Freeze. Et comment il s'appelle l'autre SDM. Putain, je vais te faire écouter après, mec. Okay. Mais du coup, vas-y, c'est très du coup imagé, et du coup, tu peux vraiment te voir. Et c'est une incantation en fait, très puissante. C'est vraiment la promotion du crime à fond. Et c'est-à-dire qu'en France, on a déjà pas mal de coups de couteau. On ne manque pas de coups de couteau. Clairement, on est servi là-dessus. Je sais pas exactement quels sont les chiffres, mais c'est beaucoup d'agressions au couteau à la journée. Je me suis posé une question. Tu me dis ce que t'en penses. Je connais pas les statistiques exactes, tu vois, mais j'aurais tendance à dire que, tu vois, genre se faire défoncer par 3 types quand tu sortais de chez toi, ça arrivait plus il y a 200 ans dans ton village qu'aujourd'hui, tu vois. Et je pense que... Alors maintenant, je pense que de nouveau, je connais pas les chiffres parce qu'il y a une question aussi de culture, et peut-être on pourra s'en servir après pour faire le pont sur ce sujet que j'ai envie de traiter avec toi, qui est le sujet de l'identité, du rattachement au groupe identitaire, que ce soit un groupe ethnique, racial, religieux, et ainsi de suite. Mais il y a un côté où quand tu considères que l'autre personne, elle fait pas partie de ton groupe, elle fait partie d'un autre groupe, bah quelque part, c'est plus facile de t'attaquer à elle, ou de la voler, ou de la frapper, ou genre de l'agresser. Et il y a une histoire de ouf, mec, qui est arrivé l'autre fois, genre je racontais, je m'étais fait voler mon téléphone ici, d'ailleurs fais gaffe à Barcelone, tu vas te faire voler ton tel. C'est vrai ? Ouais, fais attention. Voler comment ils te l'ont arraché ? Pousse de pas à côté de toi, on m'a arraché des chaînes, on m'a... Non. Ouais. Oh, c'est insupportable. Mais fais gaffe. Bref, et en gros, genre, je racontais cette histoire à un mec, je me suis fait voler mon tel à 9h du matin, et je vais au cowork juste après, je raconte ça à un mec qui est au cowork, et puis le mec il me fait « Ah putain, mais en fait c'est marrant parce que avant-hier, j'étais... avec ma copine, on était dans le Raval, donc c'est le quartier qui est à gauche de la Rambla, c'est un quartier qui est un peu pas très très fréquentable, tu vois, c'est pas le plus beau, de toute façon, vas-y pas, c'est pas ouf. Ouais, je vois, c'est le centre, mais c'est le Barbès d'ici. Voilà, exact. Ouais. Et en gros, il racontait qu'ils étaient allés manger avec elle, et au moment où ils partent, ils se rendent compte qu'ils ont plus leur téléphone, et du coup, ils ont plus le téléphone de la meuf. La meuf, elle revient sur place, comme ça, elle voit qu'il n'y a pas le téléphone, et puis du coup, elle rentre dans la première épicerie arabe qui était juste là, et elle commence à discuter avec elle dit au mec qui était blanc, elle lui dit « Toi, reste dehors ». Donc elle rentre, elle commence à parler avec le gars, et au bout de 5 minutes, en fait, t'avais genre 15-20 types qui étaient genre tous en train de hurler dans tous les sens, qui étaient dans l'épicerie. Le mec, il était dehors, il était à genre 10 mètres de l'épicerie, dehors, tu vois, il voit tout ce remue-ménage, il voit tout ce boucan, tu vois. Pourquoi il y a... Et en fait, il voit juste plein de gars, et tu vois, genre 10 minutes plus tard, la meuf, elle ressort avec son téléphone. Et il demande, il fait, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout, c'était quoi le truc ? Elle a expliqué qu'elle a raconté au gérant de l'épicerie ce qui était passé. Et le mec a commencé à appeler ses voisins et tout, nanana, et puis ils ont commencé à parler. Et en fait, ce qu'il disait, c'est quoi ce bordel, les mecs ? On vole pas les nôtres, tu vois. Et en fait, parce qu'elle était maghrébine. Ouais, elle était... j'aurais peut-être dû commencer par là. D'accord, elle était maghrébine. Et du coup, il y a cette idée-là que quand toi, tu t'identifies ou tu trouves un lien avec l'autre personne,
ou plutôt ça va plutôt dans l'autre sens, quand tu ne trouves pas de lien avec l'autre personne quelque part, bah ça va justifier les méfaits que tu vas pouvoir commettre. Enfin, c'est beaucoup plus simple parce que tu l'identifies pas à lui, tu vois pas que c'est ton frère quelque part. C'est pas ton groupe. Ouais. Bref, du coup juste pour faire oui, en tout cas c'est intéressant ce que tu dis sur est-ce que la société s'est pacifiée ou pas, c'est-à-dire est-ce que vraiment t'avais plus de chances de te faire à mon avis elle s'est pacifiée, et du coup le point que je voulais faire, c'est juste, si on peut, je suis désolé ça fait beaucoup, mais le point intéressant que je voulais faire, intéressant, oui, parce que c'est tout intéressant ce qu'on dit, mec. C'est, est-ce que en réalité c'est pas parce que la société s'est pacifiée, on a une exposition de la violence qui est plus grande, tu vois, vis-à-vis des médias, grâce aux réseaux sociaux, tout ça, donc on voit plus facilement la violence. Ouais. En réalité, c'est plus pacifique parce que aujourd'hui, tu bouges tes mains pendant une conversation, t'as certaines personnes qui vont dire que c'est une micro-agression, si tu veux. Aujourd'hui, tu joues dans certains milieux. Aujourd'hui, tu joues à la bagarre, si tu veux. Mais je pense que tu vois, dans ces mêmes milieux, tu vois, genre les mêmes milieux qu'il y a, genre aujourd'hui, où tu te dis, ouais, les banlieues et tout là, tu regardes il y a 20 ans, des embrouilles à coups de cutter, tu vois, ça existait déjà, tu vois. Même il y a plus de 20 ans, si tu prends Paris par exemple, c'était une favela. Mais frère, c'était un enfer. Voilà, du coup, mon point, c'est genre, est-ce que parce que la violence s'exprime moins via des agressions physiques et via genre des coups de cutter ou des embrouilles en bas de baseball, qu'en fait, alors qu'on y est plus sensible d'une part, mais aussi que la violence, on l'a tous au fond de nous, comme individu, si tu veux. Et peut-être qu'on a besoin de l'exprimer d'une manière autre que via l'agression physique, donc plus de violence exprimée via le rap, via la musique, et aussi pour ça que t'as des mecs qui sont de quartiers tranquilles, tu vois, des bourgeois qui vont écouter du Cobaladé et juste s'enflammer sur des trucs qu'ils connaissent pas du tout, tu vois, parce qu'au fond, cette violence, ils l'ont au fond d'eux. La même raison pour laquelle on mate des films d'horreur, ou pour laquelle genre des meufs elles vont être passionnées par des histoires de serial killers. Ça parle à une partie profonde de nous, le mal qui est en nous, ça lui parle quelque part. À ça. Ouais, on a ce système latent quelque part pour la violence qui est au fond de nous. Et c'est pour ça que... c'est intéressant. En tout cas, je pense que c'est pas la meilleure manière de la canaliser. Je pense que... Faudrait écrire, les gars. Genre, écrivez un journal intime. De quoi ? Non, moi je pense plus au sport de combat, ce genre de choses. En tout cas, pour la canaliser, c'est tu prends un gamin qui est violent ou qui a besoin d'exprimer ce genre de truc, tu l'emmènes à un cours où il se fait bien latter et il apprend en même temps la violence et la discipline qui va avec. Tu vois, c'est plus cadré en fait. De quoi ? C'est plus cadré. Il se rend compte de ce que c'est vraiment que donner des coups et d'en reprendre. Et ça va clairement le faire monter en niveau de conscience. Et ça va ça va complètement canaliser cette violence, et il va être bien plus poli après. En tout cas, je pense ça. Et après, Tu fais de la boxe, toi, non ? De quoi ? Tu fais de la boxe, toi, non ? J'en ai fait pendant un moment. Et c'était bien, justement j'ai eu ça. Les cours c'est très chiant parce que y a 1 heure de cardio, c'est insupportable. Donc après j'en ai fait en parc avec des copains, c'est juste tu prends ça. Mais non, par contre depuis peu je fais du grappling, c'est trop bien. Ouais. Depuis vraiment peu, hein, je suis amateur, mais ça me rappelle les bagarres quand on était petit. Ouais, tu sais, naturellement, en fait, on se mettait pas des patates. Bah oui, on faisait de la lutte, quoi. Mais c'est ça, tu sais, on se mettait par terre et tout, et en fait, c'était trop bien. C'était trop bien, ces bagarres-là. Et après, t'as pas un mal de tête parce que tu t'es pris des petites patates. Donc, ouais, la lutte, j'aime vraiment bien ça, et c'est vrai que ça rend poli ce qui se passe. En fait, je pense que ça rend poli. Je me demande si ça rend pas poli justement parce que c'est encadré par une figure d'autorité qui va être le chef du jeu. Il y a ça, et il y a un autre truc, c'est que t'as un rapport direct à la violence et tu te rends compte que c'est bien de l'éviter, que en même temps on est bien dedans dans un certain état d'esprit quand t'arrives soit à t'énerver, soit à te chauffer au moins pour le cours. Tu comprends jusqu'où ça peut aller en fait. Mais c'est ça, et ça te rend, et vraiment, moi je me souviens d'ambiance dans les vestiaires après la boxe, c'était des gentlemen, c'est-à-dire qu'on était vraiment extrêmement éduqués, alors que t'avais des cassos absolus dans le vestiaire, tu vois, dans le cours. J'étais à Port-de-Clignancourt, c'est la partie nord de Paris. J'ai entendu ça dans des musiques de rap. Oui, bon, voilà, c'est un des quartiers assez mal fréquentés. Dans des musiques de rap. Les Suisses, c'est ça qui parlent en wesh. Ouais, il s'était bien éduqué. Moi, il y a un podcast de Joe Rogan où il invite un mec qui est un combattant de MMA. Je sais plus qui c'était, bref, il invite un combattant de MMA sur le truc et il commence à discuter, et le mec raconte à un moment donné, il était dans l'avion et il a reculé son siège, tu vois, chose que tu peux faire dans l'avion parce que c'est pour ça que les sièges existent, tu vois, et le mec qui était derrière lui a commencé à défoncer le siège, il a commencé à mettre des coups dans le siège en mode trop vénère si tu veux, et le combattant de MMA, tu vois, il s'est levé, le mec a commencé à s'embrouiller comme ça, et le gars lui a dit, mais mec, est-ce que t'es conscient que genre tu t'es déjà battu, mec? Est-ce que tu te rends compte, genre, où est-ce que ça peut aller? S'il fait ça, c'est que non, généralement. Exactement. Il lui dit en fait, sinon tu te comporterais correctement. Exactement. Il lui dit, mec, en gros, il lui a expliqué que c'était un combattant de MMA. Il lui a dit, mec,
en fait je peux te tuer, tu vois, tu vois. Sur t'agresses pas un mec comme ça sans raison, tu vois. Et quelque part c'est marrant. C'est bien qu'il lui ait dit avant de le faire. Ah mais il l'a pas fait, il l'a même pas agressé, tu vois. Le mec s'est calmé, mais il lui a juste expliqué, mec, fais pas ça en fait. Parce que tu vas tomber un jour sur un mec beaucoup plus chaud, qui contrôle moins quelque part son agressivité que moi. Et je trouvais ça intéressant, mec. Non, mais c'est sûr, c'est vrai que ça, en tout cas pour moi, c'est la meilleure manière de le canaliser. C'est vrai, peut-être. Et effectivement, oui, tu peux te retrouver dans. Quoi qu'il en soit, je pense qu'après 1 heure de sport de combat, peu importe lequel, tu te sens bien mieux qu'après 1 heure de rap. Tu vois, si tu. Parce que t'en as déjà fait, du coup, tu m'as dit du jiu-jitsu ? Ouais. Tu vois comment tu te sens après. Ouais. Ça n'a rien à voir avec. Après avoir écouté du rap, je suis juste teubé, j'ai moins de vocabulaire, je suis beaucoup plus impulsif. Bon, 1 heure d'écriture, quelque part, vas-y, disons 1 heure d'écriture. Prenons en fait le bon du rap, tu vois, ok. Prenons une bonne session d'écriture de rap, imagine, ou de la même manière que tu vas faire une bonne session de rap, tu veux dire de création de texte ? De création de texte. D'accord. Parce que moi je parlais d'écouter. Ah, tu parlais des mecs qui écoutaient ? Oui, moi je pensais aux mecs qui écrivent le rap pour canaliser leur violence là-dedans. Ah mais oui, mais c'est vrai qu'en réalité c'est aussi ceux qui vont écouter le rap pour se défouler quelque part. Mais effectivement j'imagine que ça te rend moins teubé d'écrire même des paroles teubées vu que t'es obligé de les structurer un minimum et de les faire rentrer dans une harmonie. Enfin harmonie, le mot est grand, mais tu vois, vu que c'est une symphonie, mec. De quoi ? Une symphonie. Oh putain. Le mec qui égalise tout. Oh, c'est les compositeurs d'aujourd'hui, oui. Ah mec, c'est comme ça. Non mais ouais, j'imagine quand même que c'est un meilleur exercice d'écrire plutôt que d'en écouter. Parce que d'en écouter, en plus t'es vraiment passif, t'écoutes que ça. C'est pas bien d'être passif. De quoi ? C'est mal d'être passif. Bah ça dépend dans quel contexte. Ouais, c'est ça, dans quel contexte. Justement, tu vois là. Ah oui, ouais. Non mais tu vois. Non mais on parlait de la boxe. À la boxe, quelque part t'es passif. T'es passif, t'es soumis, tu la fermes, il y a le prof qui dit un truc, tu vois, et il y a pas d'autre alpha dans la pièce que le prof. Après tu sors, tu fais ce que tu veux, tu bombes le torse, mais là tu la fermes parce que sinon tu te prends des petits, tu vois, des claques humiliantes. J'ai fait un petit peu de boxe, j'ai fait genre fait 1 semaine. C'est pas mal. Non, en vrai j'ai fait un peu plus parce que j'ai fait des sparring aussi avec, on se chauffait avec un pote, mais je me suis fait mal. Ah oui, ouais d'accord. Plus librement du coup en dehors des cours, tout ça. Mais lui était chaud, hein. Lui c'était un turc, il était vénère. Quand il avançait vers moi, ça mettait des coups de pression, mec. Quand t'as un mec qui s'avance vers toi en sparring comme ça et il était massif, mec, ça. J'ai une question, tu mesures et tu pèses combien, mec ? Parce que t'es grand, mec, t'es beaucoup plus grand que ce que je pensais. Ah c'est vrai ? Frère, tu mesures quoi, 1m90 ? 93 je crois. Je crois qu'on est sur 93 et pour le poids, ça fait longtemps que je ne suis pas pesé, je dirais 85 kilos. Ok, ouais, t'as un bon morceau. Ce qui n'est pas non plus... ça fait plaisir. Ouais, je sais, mec. Je fais ce que je peux. Toi, t'as où ta prise de masse ? Tu fais des street workouts, mec ? Il semblerait que je fasse du... T'appelles ça 7 and reps ? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte depuis le début de ma vie, je fais du 7 and reps. Mec, fais du 7 and reps. C'est ça, en fait, ce que je fais. 7 and reps, mec. Ouais. Désolé, laisse-moi voir. On enregistre toujours. On est à 1h32 et il est 17h15. Dans 5 minutes, il faut qu'on arrête. Bien sûr. Est-ce que ça appelle un épisode 2 ? Frère, tu reviens à Barcelone, on aura 100% de trucs à dire en fait sur un deuxième épisode. Ou je reviens à Nice ou autre. Et on peut tester, vu que là t'es là ces prochains jours et que le mec à qui je devais prêter ma caméra est malade, on peut tester pour en enregistrer un autre. Et du coup ça ferait 2 épisodes à la suite. Donc on peut voir pour faire ça peut-être après-demain. Moi ça me va très bien. Moi je te dis, je suis là jusqu'à samedi après-midi. Et on est mercredi, donc on a jeudi, vendredi. C'est ça. Et surtout jeudi, vendredi en vrai. Parce que samedi, je pense que. Ok, mec, en tout cas, Simon, il y a beaucoup de portes ouvertes. Ouais, on a ouvert beaucoup de portes, mec. Il fait froid, il fait un petit peu froid d'ailleurs. Mais c'était vraiment stylé, c'était trop cool. On n'a pas pu parler du coup de. Parce que moi, c'est un sujet on a un peu laissé la porte ouverte, l'histoire d'individualisme versus communautarisme ou politique identitaire, si tu veux. Ça c'est intéressant. Groupe. Ouais. Parce que ça aurait découlé, je pense, sur la confiance. Donc on peut limite. À mon avis, si on a l'occasion de faire un épisode. De parler un peu de ça, moi c'est un truc qui m'intéresse beaucoup et je pense carrément moi aussi. C'est trop bien en tout cas de discuter avec toi, mec. J'ai grave kiffé, mec. C'est la réciproque est vraie. Putain, mec, moi j'étais sûr en plus qu'on parlerait bien et c'est ouf parce que je pressentais le truc alors qu'on s'était jamais parlé, tu vois. Pareil. Mais c'est une question de déjà la vidéo ça ment pas trop.
Là, en vidéo, on peut avoir un aperçu, et il y a des gens qui répondent plus ou moins. Tu vois ce que je veux dire par répondre? C'est pas forcément répondre verbalement, mais ça peut être... qui percute. C'est ça. Et qui enchaîne par-dessus. Ouais, mais même sans... C'est un peu métaphysique ce dont je parle. Genre, c'est même sans... sans forcément montrer des signes de réponse. Tu sens l'attention et le fait que il n'est pas concentré sur autre chose ou sur lui-même. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu m'as senti engagé, mec. Tu vois, engagé. Il y a un engagement. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de mecs comme ça où c'est très les discussions sont très désagréables parce que t'as l'impression que ton énergie se barre. Là, je parle vraiment comme un gourou. C'est les énergies, mec. Non, mais frère, on peut parler des énergies dans l'épisode suivant, parce que ça aussi, c'est un sujet très intéressant, je pense. Parce qu'il y a beaucoup tout cas, ouais, il y a des gens qui répondent, et après, oui, ça se sent aussi sur ce qui se dit clairement, c'est-à-dire quand tu sens que le mec est pas à côté de la plaque et pertinent, c'est-à-dire qu'il t'a écouté, et c'est quand même les discussions qu'on préfère. Ouais. C'est quand même pas très agréable et pour ça, ouais, il faut être concentré sur l'extérieur. Je t'ai concentré sur toi, mec. Je te regardais dans les yeux. No homo.